Bonsoir, un grand débat difficile ce soir et lundi prochain puisque nous allons parler d'une institution réputée pour sa discrétion, sinon pour le secret dont elle s'entoure, la franc-maçonnerie. Débat difficile aussi puisque depuis sa naissance en Angleterre au début du XVIIIe siècle, si la franc-maçonnerie moderne suscite toujours la curiosité, elle inspire aussi souvent la méfiance et même l'hostilité des profanes. Il est vrai que les mystères dont elle s'entoure, les pouvoirs qu'on lui prête, l'ésotérisme de son rituel et l'élitisme dont elle se réclame prêtent le flanc à toutes les critiques et souvent à tous les fantasmes. Alors dans le grand débat de France Culture, ce soir et lundi prochain, nous tenterons de faire la part entre les fantasmes et la réalité de la maçonnerie française, qui compte aujourd'hui près de 100 000 membres. Quelle est l'importance de son influence politique, sociale, spirituelle sur la société française ? Comment a-t-elle évolué depuis sa naissance, dans son fonctionnement, dans l'image que s'en font les Français, dans les idéaux dont elle se réclame, dans ses rapports aussi avec la religion? Bref, quelle est la place des francs-maçons dans la société française? C'est le sujet de ce grand débat auquel participent ce soir et lundi prochain deux profanes, sans compter l'animateur de cette émission, deux profanes, l'historien René Raymond et Jean-Paul Gueteny, directeur délégué à l'actualité religieuse, dont le dernier numéro vient de consacrer un dossier à la franc-maçonnerie. Jean-Paul Gueteny et l'actualité religieuse avec laquelle d'ailleurs nous avons collaboré pour faire cette émission. Et puis trois francs-maçons, un ancien ministre, Philippe de Chartres. Yvette Roudy n'a malheureusement pas pu venir ce soir, j'espère qu'elle va arriver. L'écrivain Frédéric Tristan, enfin Jean-Robert Ragache, ancien grand maître du Grand Orient de France. Alors ma première question, je vais peut-être la poser aux francs-maçons qui ont bien voulu venir dans ce studio 105 où nous sommes en public et en direct. Je sais bien qu'il s'agit d'un choix et d'un engagement personnel, mais c'est quand même une question que tout le monde se pose, que tous les profanes se posent. Et je reprends d'ailleurs le titre de la revue Panoramique qui vient de consacrer un dossier aux francs-maçons. Pourquoi devient-on franc-maçon? Pourquoi, Philippe de Chartres, êtes-vous devenu franc-maçon? Oui, je préfère la deuxième question. Pourquoi suis-je devenu? Parce que pourquoi devient-on franc-maçon? Après tout, il y a 1001 raisons de le devenir. Tout d'abord, je voudrais dire une chose, je vais essayer d'être bref. J'ai cette particularité parmi nous d'avoir 50 ans de maçonnerie. J'ai été initié au lendemain de la Libération. Et je dois dire tout de suite que si j'avais recommencé ma vie, il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas. Peut-être que je ne ferais pas de politique. Mais ce qui est certain... Je crois que vous disiez que vous allez dire que vous ne feriez pas initié. Non, au contraire. Il y a trois choses. Je recommencerai la résistance, je recommencerai ma vie familiale, je recommencerai absolument ma vie maçonnique. Alors, pourquoi suis-je devenu franc-maçon? Tout d'abord, il y avait une tradition familiale. Chez moi, ma famille était une famille de républicains solides, sincères, et qui étaient pour beaucoup d'entre eux des francs-maçons. Et j'ai été élevé dans les valeurs maçonniques, dans les valeurs républicaines. Alors, je crois, pour l'essentiel, que si on cherche le fondement du pacte républicain, si on cherche le fondement de la liberté, de la démocratie, eh bien, il n'y a pas de liberté et il n'y a pas de pensée sociale forte sans une transcendance. Et pour moi, la transcendance n'est pas obligatoirement la transcendance divine, c'est la transcendance laïque qui fonde tout acte de citoyen et qui débouche, bien entendu, sur la tolérance, c'est-à-dire sur la solidarité. Et je pense que ce sont des raisons suffisantes pour aujourd'hui encore, dans l'actualité d'aujourd'hui, être franc-maçon. Frédéric Tristan, vous n'appartenez pas à la même obédience que Philippe de Chartres. Non, moi j'appartiens à une obédience que l'on dit spiritualiste, traditionnelle. Régulière, c'est la Grande Loge nationale de France. Nous n'entrons pas dans ce débat, si vous voulez bien. On en parlera quand même, on parlera des différentes obédiences. Entre nous tous. Mais disons que je suis entré en franc-maçonnerie parce que j'avais une crise religieuse. J'étais catholique, je le suis demeuré longtemps, et il est certain que, comme beaucoup, je crois, de nos frères, je suis entré là afin de retrouver des racines. Et ces racines, je les ai retrouvées justement à travers nos rites. Et j'ai appris par la suite que beaucoup de nos frères qui étaient devenus agnostiques
à travers la franc-maçonnerie traditionnelle, sont redevenus soit chrétiens, soit musulmans, etc. Donc il y a là une démarche assez différente de celle de mon voisin et ami, mais je pense qu'à d'autres niveaux, nous nous retrouvons. Et ça, peut-être, pourrons-nous en parler. Bien sûr, oui. Cette démarche traditionnelle, donc, qui est celle de la GLNF, de la Grande Loge nationale de France, alors que Philippe de Chartres va être au Grand Orient, elle est quand même très minoritaire en France. On évoquera cette différence qu'il y a entre la maçonnerie française et la maçonnerie anglo-saxonne, notamment, qui en est à l'origine. Mais elle représente... elle est très nombreuse dans le monde. Elle est très nombreuse dans le monde, elle est majoritaire dans le monde, mais minoritaire en France. Alors, Jean-Robert Ragache, vous avez écrit, je crois, dans Panoramique, justement, en expliquant les raisons qui font que l'on devient maçon. Vous évoquez la faillite du politique et des idéologies incarnées, et vous parlez, au fond, de la recherche dans la maçonnerie d'un idéal, d'un certain nombre de points de repère qui expliquerait pourquoi on peut entrer, on peut se faire initier aujourd'hui, on peut avoir souhaité entrer dans la franc-maçonnerie. Oui, les raisons pour lesquelles on entre en franc-maçonnerie dépendent effectivement de l'individu. Je crois que c'est une démarche qui est totalement individualiste. Effectivement, pendant très très longtemps, et Philippe de Chartres le rappelait, on a été quasiment franc-maçon de père en fils. Il y avait quand même une tradition très souvent familiale, et il y avait aussi une très très grande cooptation dans la mesure où la maçonnerie était très très discrète, et connaître la maçonnerie n'était pas si facile que ça, donc automatiquement on était soit coopté, ou alors on avait une tradition familiale. Je crois que la franc-maçonnerie, donc, ça c'est le pourquoi. Hein. Le comment, c'est très simple, il suffit de demander. Je le dis parce que, au fond, ça paraît toujours un petit peu bizarre. Comment est-ce qu'on peut devenir franc-maçon ? Ben, vous demandez, vous écrivez dans une désobédience, c'est très simple. On n'est pas sollicité aussi. C'est après que ça se complique. Comment ? On n'est pas sollicité. Il n'arrive pas qu'on soit sollicité, qu'on vous suggère d'entrer dans une obédience. Il se peut qu'on soit sollicité. Alors effectivement, je crois qu'il y a une recherche en franc-maçonnerie de toute façon, et je crois que les deux interventions l'ont bien marqué. Il y a une recherche, quelle qu'elle soit. Je veux dire que ça peut être une recherche spiritualiste. Encore que j'aimerais qu'on élargisse un petit peu le mot de spiritualité. C'est une recherche spiritualiste ou bien c'est une recherche d'autre chose qui transcende effectivement notamment la vie politique. C'est au-delà de la vie politique, c'est la politique au sens noble du terme, mais au-delà des clivages, d'un certain nombre de clivages qu'on peut connaître dans ce que nous appelons le monde profane. Alors est-ce que les deux profanes qui sont ici aussi ce soir veulent réagir un peu à ce qui vient d'être dit ? Je pourrais peut-être vous poser la question, pourquoi n'êtes-vous pas devenu maçon, je ne sais pas, René Raymond. Je ne me suis jamais posé la question, à vrai dire. Non, moi j'en parle, vous l'avez rappelé, un peu de l'extérieur, et en historien, en observateur de la société française. On aura l'occasion de revenir sur d'autres aspects, de s'interroger sur le rôle que la franc-maçonnerie a pu jouer dans l'évolution de notre société. Oui. Mais ce que constate l'historien, après avoir entendu les trois intervenants, c'est l'extraordinaire décalage entre ce qu'ils nous disent et qui constitue sans doute la réalité et certaines des images, car c'est une des données de l'observation que la place occupée par la franc-maçonnerie dans l'imaginaire politique. Toutes sortes de fantasmes, et je pense qu'il faut en dire un mot, parce que essayer de comprendre l'énigme que constitue une pareille discordance entre la réalité et ce que d'autres ont pu en penser de l'extérieur. La franc-maçonnerie, d'ailleurs, pas la seule, et je songeais qu'après tout, on pourrait faire une émission exactement semblable sur les jésuites. Et on pourrait demander à certains jésuites pourquoi ils sont entrés dans la compagnie, et on constaterait sans doute un décalage pareil. J'ai autrefois consacré un livre à l'anticléricalisme, c'est extraordinaire, les fables et les légendes, et je pense qu'il en va de même pour la franc-maçonnerie. Et que si on s'interroge sur les raisons, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Il y a évidemment le relatif mystère dont s'entoure, et on y reviendrait, là, il y a la même chose qui joue pour la Compagnie de Jésus, pour le PUSDI aujourd'hui, c'est un peu pour le Parti communiste. Et dès que quelque chose est discret, d'une part, ça entretient, ça suscite l'imaginaire, ça entretient les rumeurs, et on est tenté de soupçonner des arrière-pensées, ce qui est caché est occulte, et de l'accréditer d'un pouvoir démesuré. Je crois qu'il y a tout cela qui... Ça, on va l'aborder tout de suite. Et puis alors, il y a d'autres aspects, mais on y reviendra sans doute. Il y a l'internationalité, ça compte aussi, exactement d'ailleurs, comme pour les ordres religieux. Et il y a donc une suspicion à l'égard des influences étrangères, de tout ce qui peut venir altérer, et il y a une réaction de défense
nationale, contre les influences étrangères. S'y ajoute évidemment toutes sortes d'explications historiques. On sera amené à dire un mot de la Révolution française et de certaines thèses qui ont attribué et à l'Angleterre et à la franc-maçonnerie une part de responsabilité dans les événements, en privant le peuple français. Jean-Paul Gueteny puis Philippe de Chartres qui voudrait réagir à ce que vous venez de dire, René Raymond. Mais Jean-Paul Gueteny d'abord. Monsieur Ragache soulignait tout à l'heure sa tradition familiale. Eh bien, moi, je dois dire que ma tradition familiale est différente de la sienne. Et c'est sans doute ce qui explique mon non-engagement par rapport à la franc-maçonnerie. Ceci dit, comme journaliste, je suis intéressé par trois choses. D'abord, il y a un extraordinaire intérêt du public à l'égard de tout ce qui touche la franc-maçonnerie. Et c'est un intérêt qui n'est jamais démenti. Le studio 105 qui est archi plein ce soir, voilà. On trouve aussi, oui. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a les affinités électives, il y a les amitiés. Il se trouve que, comme beaucoup, j'ai des amis qui sont francs-maçons dans différentes obédiences. Et je dois dire que l'expérience que j'ai de ces amis, c'est sans doute parce qu'ils sont mes amis que je les juge comme ça. C'est plutôt des gens, je dirais, supérieurs à la moyenne. Et donc, j'ai plutôt une attitude de sympathie naturelle à leur égard à cause de cela. Et puis, la troisième chose qui m'intéresse, c'est que il y a des zones de fracture entre, disons, les religions et particulièrement les églises et le monde. Et en particulier l'Église catholique. Et s'il y a bien un problème sur lequel les oppositions Église-monde se sont cristallisées, ce sont les problèmes de la maçonnerie. Et ça m'intéresse toujours, en tant qu'analyste, de voir pourquoi, alors que la franc-maçonnerie se réclame des constructeurs de cathédrales, alors que ce sont des pasteurs qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie moderne, ça m'intéresse de comprendre pourquoi on en est arrivé à une pareille inimitié entre, je dirais, deux types d'institutions spirituelles. Qui ont évolué, enfin des rapports qui ont évolué. Nous en parlerons plutôt dans la deuxième partie. Évidemment, c'est très important. On peut pas, effectivement, c'est incontournable, les rapports entre la franc-maçonnerie et la religion. Mais je voulais savoir ce que le journaliste que vous êtes, Jean-Paul Gueteny, comment dirais-je, que lui inspire justement les raisons de cette adhésion, qui est une démarche, le rappelait René Raymond, qui est une démarche quasi religieuse d'ailleurs. Oui, moi, ce que je lis, peut-être que ce point de vue est très parcellaire, il se trouve que le christianisme, à l'origine, dans l'esprit de son fondateur, il s'est écartelé, éparpillé en une multitude de confessions, d'une multitude d'églises. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la maçonnerie moderne est apparue surtout en Angleterre, qui est une société plurielle où différentes variétés de christianisme tentaient de cohabiter. Et je dirais qu'il y a quelque chose, alors les historiens me pardonneront, j'espère, cet anachronisme, mais il y a quelque chose un peu de thésé au travers la franc-maçonnerie, c'est-à-dire l'idée que des hommes qui ont un credo assez différent, mais sur des valeurs communes, puissent s'unir plutôt que de se faire la guerre. Bien. Et c'est cette espèce d'écuménisme de la maçonnerie qui, personnellement, m'intéresse. Philippe de Chartres ? Oui, non, j'ai juste réagi un peu à internationalité dont parlait le président Raymond. Pour moi, j'exclus totalement cette raison-là de mon comportement. Ni Rome, ni Mecque, n'est-ce pas ? S'il y a quelque chose d'international, c'est peut-être apprendre à la base, c'est-à-dire que nous pensons toujours dans nos tenues aux maçons heureux et malheureux de par le monde, symbolisés par la chaîne d'union, qui est à la fois une chaîne vivante que les maçons forment, et aussi par cette corde à nœuds qui somme le sommet du temple. Voilà. Mais en réalité, si j'ai une raison, ce n'est pas l'international, c'est au contraire un patriotisme intellectuel né dans les idées du siècle des Lumières. Juste une précision, je ne disais pas que c'était un des motifs d'adhésion, et je ne soupçonnais d'ailleurs pas les maçons de trahir leur patrie. C'est un des motifs de suspicion des anti-maçons, que les adversaires pouvaient retenir. Oui. C'était un élément de doute, justement, sur de même qu'on reprochait aux catholiques d'être peut-être plus soumis au Vatican que d'être patriotes. C'était un peu la version contraire. Frédéric Tristan ? Oui, en fait, toute tradition véritable a tendance à être universaliste, n'est-ce pas ? Ou du moins universelle. Universaliste. N'est-ce pas ? Donc, c'est un débat, si vous voulez, que l'on pourrait
rapprocher de tout débat religieux, par exemple. Toute religion se voulant aussi universaliste, naturellement. Alors, un des arguments plutôt, un des aliments de l'antimaçonnisme, qui apparaît d'ailleurs en même temps que la maçonnerie au tout début du XVIIIe siècle, lorsqu'elle a été d'ailleurs excommuniée en 1738, je crois, c'est-à-dire une vingtaine d'années après ça. Je parle de la naissance de la maçonnerie moderne, je ne parle pas effectivement dite spéculative, je ne parle pas de la maçonnerie opérative, c'est-à-dire celle des maçons, des bâtisseurs de cathédrales. Mais dès que la franc-maçonnerie spéculative est née, elle a été excommuniée, elle a été critiquée, et on lui reproche, comment dirais-je, le secret, vous l'avez évoqué, René Raymond, dont elle s'entoure. Alors pourquoi, justement, le secret? Pourquoi, au fond, les fils de la lumière se complaisent dans l'ombre au risque de favoriser, justement, et d'entretenir l'antimaçonnisme? Qui peut répondre? Je voudrais dire qu'il y a la question du secret, qui est très très importante, mais il y a une autre question, me semble-t-il, qui est peut-être encore prioritaire, c'est que dans des sociétés marquées par le droit romain, la liberté d'association n'est pas reconnue. Or, qu'est-ce qu'on a à faire dans les sociétés maçonnes? On a affaire à un groupe d'hommes, essentiellement, au point de départ, ce sont des hommes, qui se réunissent sans demander l'avis du pouvoir. Et d'ailleurs, il faut remarquer, on parle des excommunications, mais il faut remarquer que les premières mesures anti-maçonnes viennent du pouvoir temporel, elles sont ensuite suivies par le pouvoir spirituel, si on peut dire. Encore faut-il remarquer que les premiers papes qui ont condamné la maçonnerie étaient également encore des souverains temporels, et que cet aspect-là n'est pas assez souligné, me semble-t-il. Jean-Pierre Ragache? Oui, je crois Pourquoi le secret, là? Oui, je crois qu'il y a une sorte de confusion qui s'établit quand on parle de secret, parce que je crois qu'on confond secret, mystère et confidentialité. Je crois que les secrets, bon, c'est une tradition des secrets des bâtisseurs, c'est possible. Les mystères, ça a un sens un petit peu religieux. Mais il y a surtout en franc-maçonnerie, notamment aujourd'hui, une notion de confidentialité. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on est franc-maçon. Et c'est ce qui inquiète le plus, parce que le franc-maçon n'est pas reconnaissable. Je croyais que parmi les secrets, je crois qu'il y en a 3 qui sont essentiels. C'est le secret d'appartenance, mais on a le droit de dire qu'on est franc-maçon. On n'a pas le droit de révéler, en revanche, l'appartenance à la maçonnerie de quelqu'un d'autre. Il y a aussi le secret ce qu'on appelle le secret de grade, je crois, qui consiste à taire la symbolique, les rituels, les signes d'appartenance, et puis le secret des délibérations. On ne doit pas dire ce qui se passe dans les loges. Oui, c'est ça, la confidentialité. Mais le secret des grades, etc., vous savez, regardez, ouvrez n'importe quel ouvrage. En plus, nous allons en parler ce soir de la symbolique. Des dizaines de milliers de livres qui ont été écrits sur la franc-maçonnerie, où on révèle absolument tous les secrets de la franc-maçonnerie, et notamment ceux des grades, et ça se vend très très bien. Il suffit d'en rééditer tous les ans. Alors je crois donc qu'il y a quand même quelque chose de particulier, c'est le fait qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est franc-maçon, et très souvent les francs-maçons ne le disent pas eux-mêmes, mais je voudrais quand même rappeler qu'en France, sans doute pour des raisons de citoyenneté républicaine, on ne dit pas à quelle religion on appartient, on ne dit pas à quel parti politique on appartient, pour qui on vote, etc. Il y a un secret généralisé en France, sans compter le secret de la confession. Oui, mais le médical, fait de ne pas etc. dire, justement, voilà ce qui alimente un certain nombre de fantasmes. Combien de fois l'antimaçonnisme, par exemple, s'est nourri constamment de rumeurs, laissant entendre que tel ou tel président de la République, que telle ou telle personnalité serait maçonne, parce que justement le secret interdit de le dire. Et c'est vrai que ça nourrit l'antimaçonnisme. J'en veux pour preuve d'ailleurs que cette formule du pape Clément XII, celui qui a excommunié les maçons, et qui disait: s'il ne faisait pas de mal, il ne haïrait pas ainsi la lumière. Je rappelle aussi que l'antimaçonnisme a été très très fort, notamment à l'époque de Vichy en 1940, et que le titre d'un film tristement célèbre anti-maçon, d'ailleurs qui a été fait par un maçon défroqué, je ne sais pas si on dit comme ça, c'était Les Forces occultes. Donc le secret a beaucoup plus desservi au fond la maçonnerie qu'elle ne l'a servi. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que lors de la bulle de 1738, in eminenti, l'Église condamne la franc-maçonnerie à cause du secret, mais elle condamne la franc-maçonnerie aussi au nom de raisons connues d'elle seule, de l'Église seule, donc au nom de raisons secrètes. C'est quand même un peu curieux. Oui, il faut y venir, justement, n'est-ce pas? Si le secret, c'est la confidentialité, n'est-ce pas, c'est un conflit de pouvoir. On n'aime pas les gens qui auraient un pouvoir et le gardent pour eux, n'est-ce pas, à l'intérieur de leur organisation. En réalité, on nous a beaucoup plus reproché le vrai secret, n'est-ce pas? Au fond, les maçons ont-ils un secret? Tout comme les alchimistes avaient un secret pour découvrir la pierre philosophale. Et oui, il y a une alchimie de la pensée
qui est aussi dangereuse pour tous ceux qui pensent dogmatiquement atteindre la vérité, et c'est peut-être une des raisons les plus fortes de l'opposition des religions révélées contre la maçonnerie. Frédéric Tristan? Oui, je voudrais simplement, moi, parler un petit peu, très rapidement, du secret des rites. En fait, ils ont presque tous été publiés, n'est-ce pas? Donc, presque tout le monde, s'il cherche un peu, peut trouver les textes. Ne serait-ce que dans l'actualité religieuse, dans le numéro de ce mois-ci, où l'on voit effectivement, je crois, le grand maître de la Grande Loge, avec un maillet, avec l'écharpe. Alors, le problème ne se situe pas là, en fait. Le vrai problème, c'est le problème de vivre la chose. Et comme chacun le vit de manière différente, avec des psychologies différentes, avec des expériences différentes, avec une attente différente, eh bien, évidemment, il y a là un secret automatique, puisqu'il ne peut pas le confier à un autre, il ne peut pas le révéler à un autre, serait-il maçon. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vivre un rituel qui est fondé sur des gestes et sur des symboles et sur des textes, eh bien, évidemment, ce n'est pas anodin. Cela se fait avec une certaine solennité, qui peut être simple d'ailleurs, mais solennité quand même, et je crois qu'on est touché par ce que l'on vit. Et cela, je crois qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est un peu comme une histoire d'amour. Je ne crois pas qu'on peut expliquer très bien comment on aime telle ou telle personne. Il se trouve qu'on l'aime, voilà tout. Jean-Paul Guetny? Oui, c'est une question que je voudrais poser aux amis francs-maçons. Est-ce que il y aurait une certaine analogie, selon vous, entre le secret maçonnique tel que vous l'entendez et le secret, par exemple, de la vie mystique? C'est vrai que le mystique qui dit rencontrer Dieu, il n'arrive pas à dire son expérience. Son expérience est rigoureusement intraduisible dans des mots humains. Est-ce que quand vous parlez de secret, ça veut dire le caractère ineffable d'une expérience humaine? Oui, tout à fait. Autrement, s'il s'agit simplement du secret des signes, des mots et des attouchements et des rites, n'est-ce pas, on arrive assez rapidement au ridicule. Je vais vous donner rapidement une anecdote qui montre bien qu'il faut se méfier de ce genre d'approche. J'avais un ami en loge, n'est-ce pas, en maçonnerie, car il n'appartenait pas à ma loge, il appartenait à la loge Aristide Briand. Et il était très grand, il était très laid, on l'appelait la bête de Gévaudan en toute fraternité. Et un jour que j'étais avec mes collègues du gouvernement sous l'Arc de Triomphe, les anciens combattants défilaient. Et au milieu d'un carré d'anciens combattants, je vois au loin la bête de Gévaudan. Et qui dominait le carré des anciens combattants qui défilaient. Et passant devant moi, heureux de me voir là, j'étais à côté du gouverneur militaire de Paris, il fait un signe, je vais trahir un grand secret de la maçonnerie, n'est-ce pas, on me pardonnera, il fait le signe maçonnique qui veut dire je préfère avoir la gorge tranchée plutôt que de trahir les secrets de la maçonnerie. Bon, et je suis encore vivant. Alors il fait donc le signe maçonnique, n'est-ce pas, et il crie Aristide Briand, Aristide Briand. Bon, que je vois bien que c'était lui qui appartenait à la loge Aristide Briand. Et le gouverneur militaire se tourne vers moi et me dit mais cher ami, il y a des gens encore assez fous aujourd'hui pour vouloir couper la tête d'Aristide Briand. Alors, je reviens à ce que disait notre collègue, n'est-ce pas? En réalité, il y a quelque chose de plus profond dans le secret maçonnique. Il y a une recherche intime, extrêmement profonde. Aragon disait « les mots font l'amour ». Eh bien, les idées aussi. Et ça, c'est extrêmement dangereux, en tous les cas pour les conservateurs. En tout cas, il ne s'agit pas de mystique, pour reprendre le mot que vous avez employé, mais d'initiation. Et ce n'est pas la même chose. L'initiation maçonnique, en tout cas, ne prétend pas, dans tous les cas, puisque nous sommes ici dans des obédiences diverses, ne prétend pas à tous les cas d'atteindre une véritable transcendance, car moi, quand j'appelle transcendance, je parle évidemment de Dieu. Et évidemment, d'autres parlent d'une transcendance laïque, n'est-ce pas? Donc, qui n'exclut pas d'ailleurs la transcendance divine. Oui, et vice-versa. Oui, et vice-versa, ce sont... Pour ce langage d'initié, je rappelle que le Grand Orient a supprimé, je crois, c'était à la fin du siècle dernier, toute référence à un Dieu révélé... 1877, pardon. À un Dieu révélé, etc. Oui, mais c'est toute la différence, c'est que le Grand Orient... Admet toutes les religions. Oui, et toutes les expressions religieuses. Mais
Mais, n'est-ce pas? il admet les athées, il admet les non-croyants, ce que ne font pas les autres loges. Absolument. Absolument. Sur le secret encore. Alors bon, peut-être qu'on a parlé finalement beaucoup du passé. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la maçonnerie est beaucoup plus ouverte qu'avant. Les obédiences ont pignon sur rue. Elles s'expriment, comme ce soir d'ailleurs, à la radio. Elles le font d'ailleurs, je crois, toutes les semaines, j'en suis même sûr, sur France Culture. Elles s'expriment à la télévision. Elles s'expriment dans la presse. On a vu récemment une obédience acheter une pleine page du Monde. Je crois qu'il s'agissait à ce moment-là de publicité contre l'abrogation de la loi Fallou. Elle défile dans les rues. On l'a même vu pour la première fois, je crois. En janvier 1994. Dans la rue et défiler avec. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Non. Il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents. Le Grand Orient est sur Minitel, je crois. Enfin bref, à quoi correspond cette ouverture de la maçonnerie aux profanes, Jean-Robert Agache? Vous savez, je crois que il faut bien penser une chose, c'est que les obédiences maçonniques ont une histoire et qu'elles sont totalement inscrites dans l'histoire et que leur rapport à la société extérieure a été très très variable au cours des siècles. On n'a pas le même rapport à la société au XVIIIe, au XIXe, au XXe. Au XVIIIe siècle, finalement, être franc-maçon était quelque chose de très ordinaire. Marie-Antoinette écrivait à son frère en disant « Je vois pas pourquoi on craindrait les francs-maçons, tout le monde en est ». Franc-maçon. Donc finalement, au XVIIIe siècle, c'est relativement ouvert. Il y a un repli au XIXe siècle pour un certain nombre de raisons qui sont des raisons politiques, parce que la Restauration n'est pas favorable à la maçonnerie. Par contre, la maçonnerie redémarre sous la Troisième République, du point de vue de son ouverture, et notamment sur le plan de la construction de la société démocratique. Je crois que la franc-maçonnerie a un très très grand rôle. Et le coup d'arrêt, ça a été Vichy. Jusqu'à Vichy, les francs-maçons ont une très grande familiarité avec le régime politique, c'est-à-dire avec la République. Ils se sentent chez eux en République, et brusquement, Vichy, c'est le coup d'arrêt, puisqu'ils sont les premiers, disons, à être persécutés, je dis persécutés entre guillemets, enfin, à être interdits. Certains ont été déportés. Je crois qu'il y a eu publication d'une liste au journal officiel, sous Vichy, de 14 000 noms de francs-maçons. Il y a eu un décret interdisant le Grand Orient, la Grande Loge. Il y a eu une fameuse exposition très célèbre Et révocation. Et révocation des fonctionnaires, oui, bien sûr. Et obligation à tous les fonctionnaires de remplir une déclaration au terme de laquelle il disait s'il l'était ou s'il l'était pas. Absolument. Et qui est accompagné de sanctions pour ceux qui... Oui, donc ça a entraîné effectivement ensuite une sorte de repli et de frilosité à partir de 1945. Et à partir des années 60, à nouveau, on a vu la franc-maçonnerie réapparaître sur la scène, disons en quelque sorte, par des colloques, par des rencontres extérieures. Jean-Paul Gatny? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Ragache. Et à propos de l'ouverture de la maçonnerie, en particulier au XIXe siècle, il y a une chose qui, moi, me semble très frappante. Il y a une espèce de stéréotype qui fait que le maçon serait anticlérical et le clerc serait anti-maçon. Or, il faut bien voir que tout au cours du XVIIIe siècle, par exemple, on voit beaucoup d'ecclésiastiques qui sont dans les loges. Et dans la loge des Neuf Sœurs, où Voltaire, à la fin de sa vie, s'est fait initier, on ne comptait pas moins de 13 ecclésiastiques. Et j'ai compulsé un certain nombre d'ouvrages qui montrent qu'il y avait des loges qui étaient pratiquement entièrement tenues par des ecclésiastiques. Alors, c'est pas simplement une ouverture, je dirais, de l'ordre de l'information, mais c'est une ouverture à des catégories sociales que, aujourd'hui, on ne s'attendrait pas peut-être à être touché par la franc-maçonnerie. Mais l'abbé Grégoire, qui avait l'audace intellectuelle et physique de siéger en tenue d'évêque à la Convention, sur les bancs de la Convention, était franc-maçon, bien entendu. Je crois qu'on n'avait pas le droit de révéler l'appartenance à la maçonnerie. L'abbé Grégoire me le pardonnera du haut du ciel. C'est notoire. Hein. Mais est-ce que cette ouverture aux profanes, tous les francs-maçons sont d'accord, toutes les obédiences le souhaitent, il y en a quand même qui n'apparaissent pas au public, Frédéric Tristan? Oui, il y a, c'est vrai, ce que vous appeliez tout à l'heure une maçonnerie régulière, c'est-à-dire une maçonnerie qui croit en Dieu et en la révélation.
n'est-ce pas, ce qui est évidemment important puisqu'il s'agit d'un théisme, TH, n'est-ce pas, et non pas d'un déisme, comme par exemple, je crois, la Grande Loge de France est plutôt déiste. En revanche, le Grand Orient de France, pour aller vite naturellement, est plutôt agnostique, voire quelquefois athée. Et la grande, oui, la grande loge entre les deux. Voilà, c'est cela. Donc, nous nous trouvons ici devant un éventail qui finalement représente assez bien les Français en général. C'est un microcosme qui répond très exactement à la société française. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que, par exemple, à la Grande Loge nationale de France, à laquelle vous appartenez, on est d'accord avec cette ouverture aux profanes, cette apparition de la maçonnerie dans les médias, etc., dans la rue? C'est vrai que nous sommes beaucoup plus discrets que le Grand Orient, par exemple. Et pour une raison qui doit se comprendre tout de suite, c'est que chez nous, nous admettons que nous ne devons parler ni de religion ni de politique. Alors vous allez me dire, de quoi parlez-vous? Eh bien, tout simplement de franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Cela dit, il y a bien entendu de nos amis qui s'occupent de politique et de religion. Mais ils le font, espérons-le, en dehors de l'obédience. Jean-Paul Guetny? Alors, je ne sais pas si c'est à propos délibéré, mais moi, il me semble frappant pour l'homme de médias que je suis que ça dépend beaucoup des charismes des responsables. On voit très bien, je ne nommerai personne, bien entendu, mais on voit très bien, par exemple, que certains grands maîtres poussent leur obédience à aller vers le devant de la scène et que d'autres sont plus réticents. Alors, je ne sais pas, ça se fait certainement avec l'assentiment des personnes qui sont adhérentes, mais c'est vrai qu'on a vu, grâce à un petit nombre de grands maîtres, on a vu la franc-maçonnerie en France sortir d'une espèce de demi-obscurité et aller vers la lumière des médias, pour autant qu'on puisse employer cette expression. Alors je voudrais qu'on aborde, après le secret, qu'on aborde l'autre argument des adversaires de la maçonnerie, notamment au XIXe siècle, c'est-à-dire le pouvoir dont ils disposeraient, le pouvoir qu'on leur prête, un pouvoir, est-ce qu'il est réel ou supposé? Il faut rappeler quand même que c'est vrai que sous la Troisième République, peut-être moins sous la Quatrième et sous la Cinquième, mais sous la Troisième République, à bien des égards, les maçons détenaient un pouvoir considérable, René Raymond, non? La maçonnerie a entretenu des rapports avec le pouvoir qui ont varié d'ailleurs. On rappelait, Jean-Robert Rachat, que sous la Restauration, elle n'était pas bien vue, c'est vrai. Elle est moins mal vue sous la monarchie de Juillet. Et sous le Second Empire, il y a en fait de bonnes relations avec le pouvoir. Alors, les choses ont évidemment beaucoup changé avec la Troisième République. Et qu'il y a effectivement une convergence à ce moment-là entre la République et la franc-maçonnerie. On a même pu parler d'un spirituel républicain, en quelque sorte. Et c'est le moment où l'opposition entre l'Église catholique d'une part et la franc-maçonnerie s'est radicalisée, incontestablement, et où les catholiques ont été tentés d'attribuer à l'influence pernicieuse de la franc-maçonnerie tous les maux qui leur arrivaient. Et ça s'explique d'ailleurs en partie parce qu'on ne pouvait introduire la laïcité, c'est en fait elle qui est l'enjeu des rapports entre les deux. Une laïcité, elle ne le peut que en combattant l'influence de l'Église, et que toute mesure prise pour laïciser les institutions, la société civile, est forcément interprétée par les catholiques comme une régression et comme une mesure qui est hostile. Alors, il n'est pas douteux qu'il y a une convergence. On cite souvent un certain nombre d'adhésions, celle de Jules Ferry oui, mais justement, parce que vous dites on prêtait à la franc-maçonnerie, bon, c'est des pouvoirs tout de même réels. Vous citez Ferry pour les lois scolaires, qui ont évidemment fâché l'Église. On pourrait parler, bien entendu, du petit Père Combes dans la loi de séparation de l'État, qui était également franc-maçon. Donc, par conséquent, ce pouvoir, c'est pour ça que je le disais, était tout de même très réel sous la Troisième République. Incontestablement, la franc-maçonnerie joue un rôle d'inspirateur, je crois, dans l'établissement de la laïcité et le refoulement de l'influence religieuse de l'espace public et de l'espace social. Entre 1800, l'arrivée des républicains au pouvoir en 1879 et bien au-delà, parce que c'est quand même un fait, quelques jugements, quelques explications qu'on en propose, qu'entre l'arrivée des républicains au pouvoir et 1939, pratiquement
aucun homme politique notoirement catholique n'a pu accéder à une responsabilité importante. Aucun n'a été président du Conseil, aucun n'a été président de la République, aucun n'a été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture ou ministre de l'Instruction publique. Ce qui ne veut pas dire que tous les autres ont été francs-maçons. Mais il y a quand même une exclusive tacite qui, en fait, considère que quelqu'un qui est connu comme catholique ne peut pas être un bon républicain, qui a une espèce d'identification. Alors, la franc-maçonnerie n'en est pas seule responsable, mais elle n'y est pas étrangère et elle en est bénéficiaire aussi. Il y a évidemment des liens, sans aller jusqu'aux fables, qui estiment que toute la législation républicaine a été en quelque sorte prédélibérée dans les convents. C'est pas si simple, mais il y a incontestablement inspiration commune et convergence. Jean-Robert Ragache. Oui, il y a le pouvoir fantasmé et le pouvoir réel. Alors, le pouvoir fantasmé, c'est le XVIIIe siècle, c'est la Révolution, le complot maçonnique de la Révolution qui est décrit par judéo-maçonnique même. L'abbé Baruel. Alors, le complot judéo-maçonnique, c'est un petit peu plus compliqué et ça va se développer justement sous la Troisième République. Ça, c'est la fin du 19e. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que la franc-maçonnerie est la seule organisation politique, je dis toujours politique au sens large, qui existe à partir de la Révolution, puisque, étant donné qu'il n'y a plus d'association possible, que la loi des associations n'aura lieu, enfin ne prendra effet qu'en 1901, c'est la seule force politique. Et c'est donc elle qui va finalement prendre un certain nombre de décisions par le biais de ces hommes politiques. Jean-Paul Guetteny. Monsieur Ragache, qui connaît son histoire sur le bout des doigts, m'a volé ce que je voulais dire. C'est que, je crois, le premier grand débat autour du pouvoir des francs-maçons, c'est un débat autour des origines de la Révolution française. Et donc, il y a eu ce jésuite dans la première moitié du XIXe siècle, Baruel, qui prétendait que la Révolution, c'était le fruit d'un complot des loges maçonniques. Or, je crois savoir que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et que les francs-maçons se sont trouvés eux-mêmes divisés au moment de la Révolution française. Je crois savoir qu'il y en a eu un peu dans tous les camps. Non ? Oui. Philippe de Chartres. Oui, c'est un aspect des choses, l'aspect historique du pouvoir prêté ou réel à la maçonnerie. Mais il y a quand même un autre aspect des choses, c'est qu'en loge, il se passe quand même quelque chose. Autrement, l'initiation n'aurait pas de sens. Autrement, l'appartenance à la maçonnerie n'aurait pas de sens. Nous disons que nous laissons nos métaux à la porte du temple. C'est-à-dire qu'il y a tout un cérémonial qui fait que, sortant du monde profane, soudain, on est dans un environnement, dans une atmosphère tout à fait différente. Qui permet d'ailleurs à des hommes n'ayant pas les mêmes origines sociales, n'ayant pas les mêmes références philosophiques, n'ayant pas les mêmes appartenances mystiques, religieuses ou étant agnostiques et athées, de travailler ensemble sur un même sujet et de trouver la synthèse de ce sujet. Elle est peut-être là, d'ailleurs, la pierre. Il y a une différence entre la spéculation sur un sujet et l'action. Je vais vous donner deux exemples. Bon. Une loge importante a eu comme vénérable un homme important, membre du Parti socialiste et très intervenant dans la vie profane du Parti socialiste. Il a laissé sa place au bout de 3 ans à un autre vénérable, qui était un homme important du RPR, très engagé dans la vie du RPR, et pourtant la loge a continué à fonctionner comme si de rien n'était. Et un deuxième exemple, connu, historique celui-ci, au moment de l'affaire d'Ouvéa, au moment le plus grave de l'affaire de Nouvelle-Calédonie, j'ai assisté à une réunion de la fraternelle parlementaire qui regroupe des députés, des sénateurs en exercice ou anciens députés sénateurs et qui étudient les grands problèmes du moment. Il y a eu une nuit entière de débats dont les 2 rapporteurs étaient un sénateur de la droite extrême, je ne dis pas d'extrême droite, et un autre rapporteur qui était socialiste et même membre du gouvernement. Le débat a été profond, il a été âpre, et puis on est arrivé à une synthèse. Et c'est cette synthèse qui a prévalu. À telle enseigne d'ailleurs que lorsque M. Rocard a envoyé une mission
en Nouvelle-Calédonie. Roger Leray, grand maître du Grand Orient de France, y est allé avec un pasteur protestant et avec Monseigneur Guiberto qui représentait l'Église, et Roger Leray a eu la très bonne idée d'inviter Monseigneur Guiberto à partager sa datcha, n'est-ce pas, là-bas. Ils ont travaillé vraiment d'un cœur unanime pour essayer de régler le problème, qui a été réglé aussi, il faut bien le dire, parce qu'il y avait des maçons parmi les Caldoches et il y avait des maçons parmi les Kanaks. Et c'est comme ça que le problème, c'est comme ça que le problème a été réglé. Alors, mais Jean-Robert Agache y est allé aussi en Nouvelle-Calédonie. J'y étais à ce moment-là. Et après. Oui. Donc un pouvoir réel encore. Oui, mais là, attention, ça c'est aussi un pouvoir fantasmatique, puisque Jean-Marie Djibaou n'a jamais été franc-maçon. Je n'ai pas dit, j'ai pas cité de nom. Je dis que celui de Roger Leray qui est... non, parce que sinon c'est la tête coupée, Philippe de Chartres. Il est mort, le malheureux. Oui, René Raymond. Ce que vient de dire Philippe de Chartres me paraît très important, parce que ça révèle qu'il y a eu une évolution. Que la franc-maçonnerie aujourd'hui est ouverte, que peuvent y cohabiter des gens qui appartiennent à des familles de pensée qui sont très différentes. Il n'en est évidemment pas de même dans les années 1880-1900. La France est partagée en deux à ce moment-là, et il y a évidemment qu'une moitié de la France qui est présente dans les loges. Toute la France, qui est la France catholique militante, en est absente. Donc il y a eu incontestablement, et on voit bien l'intérêt d'une vision historique. Jean-Robert Agache me rappelait tout à l'heure que le XVIIIe siècle, c'était encore autre chose, le XIXe, et il y a eu incontestablement un élargissement, une ouverture, qui fait qu'il est possible aujourd'hui, alors que lorsque la législation laïque est adoptée dans les années 1880-1905, elle est l'expression d'une moitié de la France. Jean-Robert Agache. Oui, il faut pas oublier quand même, à cette époque de la Troisième République, que la franc-maçonnerie est un des socles, un des piliers de la République, et que l'Église catholique, pour des raisons historiques de souvenir de la Révolution française, ne se ralliera que très tardivement à la République. Et je crois que c'est la raison pour laquelle elle le paiera pendant toute la Troisième. 1890, oui, mais elle le paiera quand même pendant toute la Troisième République. Frédéric Tristan. Oui, on a évoqué quelque chose qui me paraît très intéressant et qu'il faut développer peut-être un tout petit peu vis-à-vis de nos auditeurs. C'est le terme de fraternelle que vous avez employé et qui me paraît très intéressant parce qu'effectivement, une fraternelle, cela signifie qu'en dehors des obédiences, des maçons de toute obédience se réunissent dans un lieu appelé fraternelle, quelle que soit cette obédience. Et ceci est très important, car c'est un pont lancé entre des obédiences qui, comme vous l'avez déjà compris, n'ont pas toujours la même signification intérieure. Et je pense que ceci est très important parce que c'est ce qui permet justement d'avoir des échanges extrêmement fructueux, quelquefois contradictoires, quelquefois difficiles, mais qui aboutissent à la fin à des positions précises. Et cette idée de fraternelle est quelquefois mal vue par certaines obédiences, mais le fait est qu'elles existent et qu'elles sont, à mon avis, extrêmement importantes pour la réflexion générale. Mais alors là, on parle de discussion dans les loges, on parle aussi du passé de la Troisième République. Là, je voudrais qu'on aborde quand même l'actualité concrète. Oui, mais sur ce point, n'est-ce pas, le pouvoir aujourd'hui. Je ne vais pas défendre le Grand Orient, qui a ses qualités, vous ses êtes défauts. tous ici en tant que maçon, mais pas en tant que représentant d'obédience, parce qu'il y a une douzaine d'obédiences en France. Il faut prendre des exemples concrets, n'est-ce pas? Je prends l'exemple de ma loge. Bon. Il y a dans ma loge toutes les religions possibles et imaginables. Bon, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des musulmans, et puis il y a des agnostiques, il y a même des fondamentalement athées. Bon. Il y a dans tous nos travaux une loge ouverte aux hommes et aux femmes de toutes obédiences. Donc la fraternelle, nous la retrouvons dans notre loge. Il y a une diversité extraordinaire. Et tous ces gens sont mus par une volonté d'un échange sincère, réel, de pensée pour aborder à une synthèse. Non pas une synthèse qui serait une fermeture, mais une synthèse qui est au contraire une ouverture vers quelque chose de plus important, de transcendant.
Oui, le concret, hein, je reviens toujours à ça. Non, c'est concret, bien entendu, mais je voudrais quand même, je pensais, non, bien sûr que c'est concret. Non, ce que je voudrais que l'on évoque, c'est le pouvoir réel de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Nous avons parlé du 19e siècle, de la Troisième République. On a abordé avec vous tout à l'heure la Nouvelle-Calédonie, mais il n'y a pas que ça. On prête à la maçonnerie un rôle considérable. D'ailleurs, elle ne s'en est pas cachée. Dans le soutien, il faut dire que ce fut un échec, ce qui montre d'ailleurs la relativité du pouvoir de la maçonnerie dans le projet de loi Savary. Il y a eu un rôle important dans les projets de loi sur la contraception et l'avortement. Il y a également l'intervention toute récente pour faire capoter l'abrogation de la loi Fallou. Donc le poids de la maçonnerie est assez considérable. Est-ce qu'on peut le mesurer? Parce que je rappelle quand même que les francs-maçons sont environ 100 000 en France, ce qui ne représente pas beaucoup par rapport au total de la population française, mais un livre tout récent de Patrice Burnat et de Christian de Villeneuve chez Grasset, Les francs-maçons des années Mitterrand, indique qu'en revanche, dans les gouvernements de gauche notamment, ils représentaient le quart du gouvernement, qu'il y aurait eu dans la précédente Assemblée une centaine de francs-maçons. Donc c'est hors de proportion entre le poids démographique de la maçonnerie et son poids politique en France. Oui, là-dessus, qui voudra intervenir? Je voudrais poser une question. Est-ce qu'actuellement, le poids de la maçonnerie, par exemple, dans les gouvernements, n'est pas en déclin par rapport à ce qu'il fut à une certaine époque sous la Troisième et la Quatrième République? J'ai l'impression que, sans connaître complètement les détails de la composition des gouvernements, mais j'ai l'impression que c'est plutôt en baisse. Ça dépend. Alors justement... Oui, moi je voudrais dire qu'effectivement, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on compte le nombre de francs-maçons. Oui. Alors on dit combien est-ce qu'il y en a? Alors il y a des tas de supputations, bien sûr, sauf une fois où en plus des francs-maçons, on avait compté les protestants. Hein, c'était un gouvernement rocard. Et tiens, il y a tel. On s'était dit, on s'était senti moins seul. Il faut quand même le reconnaître. Et je ne crois pas qu'il y ait véritablement un pouvoir, ou en tout cas, il n'est pas mesurable. Mais par contre, je suis certain qu'il y a une influence. Et cette influence, elle s'exerce en quelque sorte par capillarité. Je veux dire que depuis la Troisième République, il y a chaque maçon qui va projeter à l'extérieur les réflexions qu'il a eues à l'intérieur des loges, qui est une réflexion certaine sur un certain nombre de grands problèmes. Et effectivement, chacun dans sa sphère d'activité va sûrement avoir une certaine influence. Et je crois que c'est une évolution des mentalités. Je prends très très rapidement un exemple aussi, très concret mais historique, j'en suis désolé. En 1876, nous proposons dans un convent du Grand Orient de France les congés payés. 1876. 60 ans. Il faudra 60 ans pour que ça arrive à une loi, et pendant 60 ans, il faudra bien que les mentalités s'habituent à ce qu'on paie des gens à ne rien faire. Ce qui n'est pas si facile que ça au début. On dit comment on ne va pas payer des gens à ne rien faire. Voilà, si vous voulez, un petit peu comment ça se fait. Ça se fait par les mentalités et par une action sur les mentalités. Oui, là-dessus, non, sur le pouvoir, Philippe de Chartres. Dans deux gouvernements auxquels j'ai participé, j'étais le seul franc-maçon. Oui, alors justement, vers où penche la maçonnerie? On a le sentiment qu'elle penche plus à gauche, parce qu'effectivement, il y en a eu relativement peu dans les gouvernements de droite. Elle penche vers le progrès. Oui. Elle pense. Mais comment le définir, le progrès? Non. Personne ne se dit contre le progrès. Je vais vous donner une définition. Dans ce monde qui a perdu ses idéologies, n'est-ce pas, et où le libéralisme est en train de faire florès, le progrès, c'est de considérer qu'il n'y a pas de progrès économique valable si sa finalité n'est pas le progrès social. Voilà. C'est ça, la définition maçonnique du progrès. Jean-Robert Agache? Oui, je crois que pour la première fois, d'ailleurs depuis très très longtemps, la franc-maçonnerie est un peu à contre-courant des idées d'ensemble, dans la mesure où aujourd'hui il y a une crise de l'idée de progrès, donc il y a une crise de toutes les lumières, de toutes les idées des lumières, et il y a notamment aussi une crise de l'universalité. Et je crois que la franc-maçonnerie qui a toujours prôné justement l'universalisme, qui a toujours prôné la notion de progrès comme quelque chose qui devait aboutir à une humanité plus juste, je crois que tout ceci aujourd'hui est très très combattu, et la franc-maçonnerie donc est un petit peu à contre-courant. Et elle se penche beaucoup, je crois, dans les loges aujourd'hui sur des problèmes à venir très très actuels, comme par exemple la bioéthique. Il est évident que le combat laïque, etc., je ne dirais pas qu'il est lointain, puisque il se reproduit assez régulièrement, mais il se pose des questions.
quand même, je disais tout à l'heure, il y a 100 000 francs-maçons en France, mais il faut bien dire aussi que dans l'ensemble, ils n'appartiennent pas ils appartiennent plutôt à l'élite. C'est un élitisme. J'étais assez surpris en lisant une de vos déclarations, Jean-Robert Ragache, que la maçonnerie revendique, au lieu de le cacher, au lieu d'en être gêné. Vous avez écrit justement, ou c'est dans une interview dans ce livre que j'ai mentionné, donc les francs-maçons des années Mitterrand, vous dites la maçonnerie est élitiste, nous choisissons les meilleurs, vous assumez cet élitisme qui pourrait pourtant être reproché à la maçonnerie. Tout à fait, ça dépend de ce qu'on appelle les meilleurs. Ça dépend du critère que l'on donne à cette exceptionnalité. Je dis qu'effectivement, nous avons une élite, mais cette élite, elle se rencontre dans toutes les catégories socio-professionnelles. Et je reviens un petit peu sur les fraternelles. Les obédiences n'ont pas de rapport officiel avec les fraternelles, car elles sont, pour nous, non conformes à l'esprit maçonnique, qui est de rassembler justement la plus grande diversité d'individus, notamment en matière socio-professionnelle. Je dis que j'ai pour ma part actuellement un vénérable de ma loge qui est typographe. Je veux dire que j'estime qu'effectivement cet homme qui accepte de se remettre en question, qui discute 2 fois par mois en loge, c'est un homme qui fait partie d'une élite. Oui. D'ailleurs, les maçons, par le choix, par la difficulté qu'il y a quand même à travers les différents examens, les différentes auditions, ça n'est pas si facile que ça, n'est-ce pas ? Eh bien, ce sont des relais d'opinion. Ce sont des hommes d'influence. Ça, indiscutablement. Quelle que soit d'ailleurs leur place dans la hiérarchie sociale ou dans le métier qu'ils exercent. Ça, c'est... Alors, il y a aussi, pour revenir sur les fraternelles, une idée qu'il faut mettre en avant, qui est une idée très, très maçonnique, c'est qu'il ne faut pas avoir la maçonnerie dans son ensemble comme une forteresse où s'élaboreraient justement les moyens du pouvoir. La franc-maçonnerie est un ensemble de loges, c'est une fédération de loges, et la règle des règles, c'est que le maçon est un homme libre dans une loge libre, ce qui donne une liberté absolue, tous azimuts, de conscience et aussi de choix politiques. Mais dont on peut aussi abuser. Je crois que c'est le président de la République qui parlait des copains, en parlant des maçons, en évoquant le nom de Michel Rey, qui était dans l'affaire Sagesse. Bon, une fraternelle. Une fraternelle, oui, d'accord, mais c'est aussi quand même, il faut bien le dire, et ça vous dessert beaucoup. D'ailleurs, je crois que effectivement, les loges excluent les gens qui sont mêlés à des affaires, mais vraiment, il faut bien dire aussi qu'un très grand nombre d'affaires, à la tête d'un très grand nombre d'affaires, ou plutôt mêlés à un très grand nombre d'affaires, vous avez de nombreux maçons. Christian Nucci pour le Carrefour du Développement, Max Terret pour le scandale Péchinetti Triangle, l'affaire Schuller-Maréchal, les 2 hommes appartenaient, je crois, à la Grande Loge nationale de France, sans parler de Jacques Mélic. Si on faisait le calcul du nombre de cardinaux, d'archevêques... Non, mais n'éludez pas la question. Ah, mais non, mais laissez-moi aller... dans les affaires comme ça, non. Mais non, les catholiques, oui, mais pas forcément les cardinaux. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Qui se sont trouvés dans une situation extrêmement difficile au lendemain de la libération. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, n'est-ce pas ? C'est le pape lui-même et puis le général de Gaulle. Oui, vous venez d'évoquer effectivement la Grande Loge nationale française à propos d'une affaire désastreuse, et vous avez tout à fait bien fait cet historique. Mais il se trouve que la Grande Loge nationale française se défie terriblement des problèmes politiciens. Je ne dis pas de la politique, ce qui n'est pas la même chose. Des problèmes politiciens, parce que nous nous sommes bien aperçus que si en France en particulier il y a une méfiance envers la franc-maçonnerie, c'est bien en particulier à cause de tout ce qui s'est passé. Et en général, il faut bien le reconnaître, et j'en demande pardon à ceux qui sont au Grand Orient, mais en grande partie, forcément à cause du Grand Orient, puisque c'est le Grand Orient qui, à cette époque-là, était le plus nombreux, il l'est encore aujourd'hui, et c'est introduit. Je crois que c'est 35 000 initiés, 40 000 initiés, oui. Enfin, bref. C'est la première loge, c'est introduit dans la politique, comme nous le savons. Alors prenons le cas de ce que nous avons appelé la régularité, je passe là-dessus rapidement, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans tous les pays du monde, cette franc-maçonnerie-là se défend de s'occuper de politique politicienne. On n'aborde pas les problèmes politiques ni religieux, mais qu'est-ce qu'on aborde alors, justement dans les... Eh bien justement, on aborde les symboles, on aborde les rites, on étudie l'histoire de la franc-maçonnerie, on étudie toutes ces questions de façon à permettre aux francs-maçons de
de s'élever en quelque sorte par les rites eux-mêmes, par l'initiation maçonnique. On dit qu'elle est plus conservatrice que les autres, que la Grande Loge aussi, alors que le Grand Orient pencherait plus à gauche. D'ailleurs, On dit Jean-Robert qu'elle est Ragache, vous avez appelé à parce voter qu'elle est Mitterrand en théiste. 88. Oui. Non. Le Grand Orient, il me semble, n'a pas appelé à voter Mitterrand. Non, je suis désolé, jamais le Grand Orient n'a pris parti pour tel ou tel candidat. Il y a, je veux dire qu'au Grand Orient, on n'a qu'une exclusive, c'est le Front National. Bien. Mais en dehors de cela, il n'y a absolument aucun appel à voter pour tel ou tel candidat. Ce serait nous priver d'un certain nombre de frères qui ne sont pas d'accord avec les idées du Parti socialiste. Donc, je crois que ce serait une erreur fondamentale. J'avais cru. Moi. Par contre, je voudrais revenir, si vous permettez, sur les affaires. Parce que je crois qu'il ne faut pas nier effectivement qu'il y a un certain nombre de frères des obédiences maçonniques qui sont impliqués dans les affaires. Je crois que c'est indéniable. Bon, et pourquoi ? D'abord parce que nous sommes une association humaine et que parfois nous faisons mal le tri de nos candidats. Et vous savez que le tri est fait par les loges et de temps en temps, il y a des gens qui sont des escrocs et qui effectivement peuvent entrer dans une loge et qui sont d'autant plus habiles à y entrer qu'ils sont des escrocs. Je veux dire, et ils se disent, après tout, entrer là, c'est nous faire beaucoup de relations. Alors, effectivement, il faut que nous soyons très, très vigilants et on passe notre temps à être premièrement vigilants et quand on n'a pas été assez vigilants au début, à exclure de nos rangs ceux qui, effectivement, ont failli sur le plan matériel et financier. Et puis dans toute société humaine, il y a le même nombre de surdoués, de médiocres, d'imbéciles et de salauds. Partout. Oui. Mais non, parce que quand même, ça a dû tout de même sérieusement gêner la maçonnerie. Ça, c'est à part. J'ai cité beaucoup de noms. J'ai soulevé l'indignation, Philippe mon de Chartres. cher, en disant tout à l'heure, mais n'oubliez pas qu'à la Libération, il y a eu 2 évêques seulement. Vous écoutez, chose singulier que vous ne trouviez pas d'autre réponse pour justifier la franc-maçonnerie que d'attaquer une autre famille de Mais pensée. non, Ce qui ne me paraît pas un exemple d'écuménisme et de tolérance. Écoutez, c'est une curieuse défense. Mais non, mais pas du tout, cher président. Je suis en train de dire que partout, dans toute société humaine, c'était pas pour des affaires. Comment ? C'était pas pour des affaires. Et que non. tous les francs-maçons n'ont pas une politique exemplaire entre 40 et 44. C'était l'affaire de la patrie. Je les ai pas mis en cause. C'était l'affaire de la patrie. Mais on peut être Oui, sûr mais là, je crois que... C'était aussi important. Non, il n'y a pas, on ne peut pas faire, c'est pas moi qui ai lancé le débat sur les affaires. Non, mais on ne peut pas non plus. On ne peut pas non plus. Ce n'est pas moi qui ai lancé le débat sur les affaires. C'est moi. Bon, et je dis tout simplement qu'il y a partout, les mêmes catégories d'hommes, et la franc-maçonnerie n'en est pas exempte, et aucune autre association politique ou religieuse n'est exempte de ses propres salauds. Alors ça, oui. Je dis pas autre chose. Mais on peut être surpris que ces affaires n'aient pas ressuscité un antimaçonnisme qui m'a l'air bien mort, René Raymond, aujourd'hui. Je m'adresse à l'historien. C'est vrai que c'est assez étonnant quand on voit à quel point il fallait fantasmer sous la Troisième République. Du temps, on accusait les maçons d'entretenir des rapports avec le diable, de faire des messes noires dans leur loge. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'affaires qui éclatent, à laquelle sont mêlés des maçons et des non-maçons. Pas d'évêques, en revanche, je veux bien l'admettre. Mais il n'y a pas d'antimaçonnisme. À quoi ça correspond ? Est-ce que ça ne correspond pas justement à un affaiblissement du pouvoir de la maçonnerie, selon vous ? Peut-être, mais je crois qu'au fond, quelle était la vraie machine de guerre ? C'était l'Église, et c'est vrai, je comprends bien la réaction de Philippe de Chartres. Or, aujourd'hui, l'Église n'a plus les mêmes raisons de s'opposer à la franc-maçonnerie, parce qu'elle ne s'oppose plus ni à la démocratie, ni à la République, ni à la modernité. Et je crois qu'il y avait tout cela dans le procès que l'Église faisait à la franc-maçonnerie. Elle la tenait pour responsable des idées modernes de la laïcité. Or, elle a accepté la laïcité. Jean-Robert Ragache ? Oui, l'antimaçonnisme Très brièvement, aujourd'hui... il nous reste quelques secondes. L'antimaçonnisme aujourd'hui existe encore, mais dans une frange très très étroite qui est l'extrême droite. Avant, l'antimaçonnisme était beaucoup plus répandu, et notamment, il y avait la notion de complot judéo-maçonnique, qu'on vient d'ailleurs de voir réapparaître justement toujours dans les colonnes des journaux de l'extrême droite. Ce complot judéo-maçonnique qui est né pour un certain nombre de raisons, notamment sous la Troisième République, avec Drummond et la libre parole. Il ne faut pas oublier qu'il y a un anticommunisme de gauche aussi, le Parti communiste. Antimaçonnisme de gauche. L'antimaçonnisme, c'est pas l'apanage de la droite, et qu'en fait le Parti communiste a toujours interdit et combattu, et dans tous les pays où le communisme s'instaurait, il persécutait la franc-maçonnerie. C'est la peur du pouvoir des autres. Bien, je vous remercie. C'est la fin de cette première partie du grand débat qui reprendra donc lundi prochain avec les mêmes invités que ce soir. Philippe de Chartres, René Raymond, Jean-Robert Ragache, Jean-Paul Gueteny et Frédéric Tristan. Invités que je remercie donc d'avoir levé le voile sur quelques-uns des secrets de la maçonnerie. Le grand débat.
Bonsoir. Depuis sa naissance, il y a presque 3 siècles, la franc-maçonnerie suscite toujours autant de curiosité chez les profanes. Et il est vrai que malgré la quantité de publications, je crois plus de 80 000 livres qui lui sont consacrés, elle demeure encore méconnue. L'objet donc du grand débat de France Culture, commencé lundi dernier, est de mieux comprendre la réalité de cette institution aujourd'hui. Nous avons évoqué la semaine dernière les idéaux dont elle se réclame, la franc-maçonnerie, le secret dont elle s'entoure et qui entretient un antimaçonnisme qui est né pratiquement en même temps que la maçonnerie et qui lui prête, nous en avons parlé aussi, un pouvoir considérable, peut-être exagéré. Ce soir, nous évoquerons les rapports longtemps tumultueux entre la franc-maçonnerie et la religion, la persistance aussi d'un certain nombre de ce que certains considèrent comme des archaïsmes, comme par exemple les rituels, les symboles maçonniques, qui n'ont pratiquement pas changé depuis l'époque des bâtisseurs de cathédrales, pas plus d'ailleurs que les rapports non plus avec les femmes, encore peu nombreuses dans la maçonnerie française. Nous parlerons enfin de l'avenir des francs-maçons dans la société française, avant de passer la parole au public important, et ce qui montre bien tout l'intérêt que la franc-maçonnerie suscite encore, au public important donc, qui est venu au studio 105 de la Maison de Radio France, où nous sommes en compagnie de mes 5 invités, 2 profanes, l'historien René Raymond et Jean-Paul Gueteny, directeur délégué à l'actualité religieuse et co-auteur d'un dernier numéro qui consacre un dossier important à la franc-maçonnerie, et puis 3 francs-maçons, un ancien ministre, Philippe de Chartres, l'écrivain Frédéric Tristan, et enfin Jean-Robert Ragache, ancien grand maître du Grand Orient de France. Alors, nous en avons déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais c'est un sujet incontournable. Quand on parle de franc-maçonnerie, il faut parler bien sûr de ses rapports avec la religion, rapport donc tumultueux dès le début, puisque la franc-maçonnerie a été excommuniée par le pape de l'époque, c'était au début du XVIIIe siècle, le pape Clément XII, rapports qui se sont détériorés depuis, avec le rôle joué par la maçonnerie dans le vote des lois scolaires, dans la séparation de l'Église et de l'État, mais on a quand même du mal à comprendre, malgré cela, les raisons de ce conflit, quand on sait, par exemple, cela a été rappelé par Frédéric Tristan la semaine dernière, que la plupart des obédiences maçonnes dans le monde font explicitement référence à l'existence d'un Dieu révélé et n'acceptent donc que des hommes qui croient en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Alors, pourquoi cette animosité, ces très mauvais rapports plutôt entre la maçonnerie et la religion? Je m'adresse peut-être à l'historien, d'abord René Raymond. Je crois qu'une distinction s'impose. Les rapports ne sont pas mauvais entre la franc-maçonnerie et toutes les religions. C'est essentiellement avec le catholicisme. Car les origines de la franc-maçonnerie sont religieuses. Pendant longtemps, il y a eu des contacts, il y a eu des ecclésiastiques dans les loges. La franc-maçonnerie a continué d'entretenir de bonnes relations avec les églises protestantes, avec les églises de la Réforme, avec les juifs. On nous a rappelé que des musulmans figuraient dans les loges. C'est essentiellement avec l'église catholique romaine. Et je crois que, alors là, les rapports ont été effectivement conflictuels. Et que l'explication, elle se trouve dans l'histoire et qu'il faut remonter à la Révolution. C'est de là que date la rupture, en quelque sorte. Pour des raisons qui seraient trop longs de rappeler, la guerre religieuse, la querelle religieuse se greffe sur la Révolution, rejette le catholicisme dans l'opposition à la Révolution, et les fils de 89, tous ceux qui acceptent la Révolution, se trouvent de ce fait dans une situation d'antagonisme par rapport à l'Église. Et tout au long du XIXe siècle, il faut bien dire que la Révolution d'une part, la franc-maçonnerie, et de l'autre le catholicisme, constituent 2 systèmes antagonistes. Et que l'explication est à la fois historique et philosophique. L'Église s'inscrit dans le camp de la contre-révolution et par conséquent, aux raisons particulières qu'elle peut avoir de se défier de la franc-maçonnerie. Une concurrence, une organisation plus ou moins secrète, qui lui dispute l'influence sur les esprits, qui constitue une contre-église, la référence aux Lumières. Il y a en plus un débat de fond, et que les deux se disputent en fait l'inspiration de la société française. Et que l'Église a perdu, en quelque sorte, avec l'instauration de la République, et qu'il faudra très longtemps pour que le différend s'apaise, que l'Église accepte la République, la démocratie, et même en partie la laïcité, et qu'aujourd'hui, la querelle est sinon éteinte, du moins très apaisée, toutes sortes de contacts, même s'il arrive de temps à autre qu'une partie du magistère rappelle les condamnations formulées contre la franc-maçonnerie, il reste qu'il est possible aujourd'hui d'envisager des relations cordiales. Frédéric Tristan. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'en Grande-Bretagne, où, comme on sait, il y a surtout des anglicans, en Allemagne, où il y a beaucoup de protestants, le problème ne s'est pas posé de la même manière. En Grande-Bretagne, qui est un pays... La famille royale qui est un pays parlementaire. Appartient à la maçonnerie. Oui, mais c'est un pays parlementaire. Oui. Donc il n'y a pas eu ce problème de la République, si vous voulez, qui s'est posé. Il n'y a pas eu le problème donc religieux, puisque les anglicans... Moi, j'ai participé, par exemple, à des assemblées où se trouvaient des évêques anglicans, où se trouvaient des représentants de la reine,
et en particulier le duc de Kent, qui est le cousin germain de la reine, n'est-ce pas? Et tout cela se passe dans l'establishment, il faut dire la vérité. Et il n'y a pas du tout de problème. Et je dois dire que les catholiques qui sont en minorité, comme vous le savez, en Grande-Bretagne, se sont alliés très fraternellement dans les loges anglaises, irlandaises et écossaises, sans qu'il y ait le moindre problème. Jean-Paul Guetny? Je voudrais rappeler ceci, c'est que donc la franc-maçonnerie moderne naît en 1717. Oui. Les premières condamnations papales vont intervenir sous Clément XII en 1738 et sous Benoît XV en 1751. Alors, il faut remarquer à ce sujet que ces condamnations vont rester extrêmement verbales, sauf dans les pays où l'Inquisition est encore active. Mais dans la plupart des autres pays, les condamnations papales vont rester lettres mortes. Et que, en particulier, si on regarde la question des ecclésiastiques qui appartiennent aux loges, ils vont continuer d'y appartenir. Alors, il y a une date, moi, qui me paraît extrêmement importante, qui est le Concordat. Parce que au Concordat, disons, les condamnations pontificales vont devenir applicables sur le territoire national français. Et c'est là que le mouvement de désertion des catholiques par rapport aux loges est quelque chose d'important. Alors je crois qu'il y a un aspect qu'il faut souligner dans cette affaire, c'est que l'Église catholique est une religion à magistère, c'est-à-dire une religion où il y a une autorité qui est chargée de donner un enseignement, qui est chargé d'interpréter les textes sacrés, les Écritures, qui est chargé de donner la bonne interprétation. Et puis quand même, la tradition maçonne, qui est alors plus proche, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric Tristan, c'est une tradition plutôt de libre examen, où chacun, confronté à des textes de quelque nature qu'ils soient, peut dire son interprétation. Et cette idée qu'on puisse soi-même s'ériger en interprète, en particulier de la Bible, sans se référer au magistère et à l'autorité, c'est quelque chose que, au moins à cette époque-là, l'Église romaine ne pouvait pas supporter. Jean-Robert Agache? Oui, il y a effectivement des condamnations qui sont répétées de la part de l'Église catholique. Ça n'est pas le cas ni du judaïsme, ni du protestantisme, ni même de l'islam, qui sont quand même des religions beaucoup plus éclatées. Il n'y a pas cette centralisation qu'on trouve dans l'Église catholique, donc 1884, etc. Bon, mais effectivement, il y a une évolution, et notamment à notre époque. Et il y a une condamnation, c'est intéressant, il y a une condamnation globale. Alors, or, Frédéric Tristan a rappelé tout de même qu'un certain nombre d'obédiences, dont la sienne, refusent les non-croyants, font toujours référence à l'existence d'un Dieu révélé. Or, l'Église, dans ses attaques contre la franc-maçonnerie, la considère comme un tout, alors qu'il faudra peut-être que nous en parlions. Elle est quelque chose d'extrêmement hétérogène. Il y a une douzaine d'obédiences en France, dont 5 importantes: le Grand Orient, la Grande Loge nationale de France, qui est différente, le droit humain, la Grande Loge féminine de France. Malheureusement, Yvette Roudy, qui aurait pu nous en parler, n'est pas venue, mais c'est considéré comme un tout. Il faudrait qu'on aborde tout à l'heure, mais sur la religion, alors. Oui, alors, donc, il y a eu des condamnations qui ont été répétées, et effectivement, notamment à l'encontre du Grand Orient de France, parce que le Grand Orient de France, en 1877, n'a pas supprimé le grand architecte de l'univers, si je puis dire. Il a supprimé l'obligation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des loges qui travaillent à l'invocation du grand architecte de l'univers et d'autres non. C'est d'ailleurs un pasteur protestant qui était Desmond, qui deviendra grand maître, qui a été le rapporteur de cette suppression d'obligation du grand architecte de l'univers, qui était né en 1849 pour des raisons diverses, rousseauisme, etc. Et par contre, donc, il y a une évolution. Il y a une évolution après la guerre avec le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II change beaucoup les choses et le droit canon change. Et lors de la fin du dernier droit canon, l'article 2235 du droit canon a été supprimé, celui qui excommuniait les francs-maçons. Il a 1983, donc c'est longtemps remplacé après, par un article 1143. Je connais bien mon droit canon. 250 ans après l'excommunication. Vous voilà donc vous ne êtes plus excommunié. Voilà. Oui, bon. Enfin, oui. Mais par contre, il y a toujours une ambiguïté. D'abord, il y a un article 1143, il me semble, qui même dit quand même qu'il y a une condamnation si on est franc-maçon. Et puis surtout, il y a des déclarations de temps en temps d'un cardinal, notamment le cardinal Ratzinger, qui est très, très anti-franc-maçon. Voilà, qui dit que quand on est maçon et chrétien, on est en état de péché mortel, ou en tout cas de péché grave. Oui. Philippe de Chartres. Oui, je crois que pour bien comprendre ce problème, il faut regarder l'Église sous ces deux aspects. Il y a l'Église avec son aspect temporel, instrument de pouvoir, et puis il y a l'Église corps mystique du Christ.
Si on n'admet pas cela, on ne comprend pas tout ce qui s'est passé. S'il s'agit de l'Église temporelle, le pouvoir de l'Église, c'est un conflit de pouvoir. On le voit dans les églises, on le voit dans les partis politiques. Or, la forteresse, pas de salut. Dès qu'on passe les murs de la forteresse, on est exclu. On s'exclut soi-même, on est exclu. C'est comme ça au RPR ? C'est comme ça au Parti Socialiste, c'est comme ça au RPR, c'est comme ça au Parti Communiste, c'est comme ça partout où il y a un groupe d'hommes qui défend avec intelligence et âpreté, n'est-ce pas, son précaré. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une maçonnerie qui permet qu'en loge, n'est-ce pas, les précarés éclatent à travers des individus qui se comprennent et veulent se comprendre. Bon, oublions ça. Maintenant alors, la vérité révélée, ça c'est une autre affaire. Moi j'ai correspondu pendant 1 an avec un catholique de mes amis de très haut vol et nous étions, comme tous les Français, je suis catholique, n'est-ce pas? Mais lui il était un peu plus que moi parce qu'il croyait à l'église corps mystique du Christ. Bon, c'était sa conception de vie. Et nous avons parlé, nous étions à peu près d'accord sur tout, y compris sur la transcendance laïque, en admettant que, après tout, au niveau de l'action sociale, de l'action économique, il fallait qu'il y ait une transcendance laïque. Et pour lui faciliter les choses, j'avais finalement appelé ça un contrat. Bon, ça avait peut-être la même valeur, la même puissance prégnante, n'est-ce pas, sur le citoyen que nous sommes. Bon, jusqu'au moment où je lui ai dit, mais au fond, en définitive, en dernière analyse, bon, nous cherchons la vérité. Il m'a répondu, mais moi, j'ai pas besoin de chercher la vérité. La vérité, je la connais, il n'y en a qu'une. C'est pourquoi, même les obédiences, qui font une référence à l'axiome éternel qui se prononce au sommet des choses, qui font une référence au grand architecte de l'univers, sont frappées, même si c'est plus dans le droit canon d'excommunication, parce que l'axiome éternel qui se prononce au sommet des choses, le grand architecte de l'univers, pour un catholique, c'est normal. C'est même nécessaire et inéluctable. Il n'y en a qu'un, c'est le Christ. Voilà le grand débat. Jean-Paul Guetteny ? Alors, je crois que tous les historiens sont d'accord pour dire que les premières condamnations de l'Église à l'égard de la maçonnerie, et peut-être aussi les dernières, ne partaient pas d'une connaissance historique très fondée. La deuxième chose, c'est qu'au Concile Vatican II, à ma connaissance, il y a eu une seule intervention sur la maçonnerie d'un évêque de Cuernavaca, au Mexique, qui a justement dit ce que l'un de nos amis tout à l'heure a repris, à savoir qu'il faut savoir distinguer que la franc-maçonnerie est quelque chose d'assez diversifié, et il souligne en particulier combien il y a de gens qui sont théistes parmi les francs-maçons. Il paraît qu'à l'échelle mondiale, moi c'était un chiffre que j'ai lu dans la documentation, 7 millions de maçons dans le monde, il y en aurait entre 5,5 millions ou 6 millions qui seraient théistes, selon la définition de Frédéric Tristan. Par ailleurs, appréciant les mérites du canoniste que j'ai à ma gauche en la personne de Jean-Robert Ragache, je pense quand même qu'il ne faut pas faire dire au droit canonique plus qu'il n'en dit. En l'occurrence, je trouve qu'il en dit déjà assez. Le droit canonique de 1917 parlait des maçons et des sectes qui complotent contre l'Église. Le mot complot est quelque chose qui a été souvent utilisé. Alors, à ma connaissance, mais je veux bien croire Monsieur Ragache, qui est certainement a étudié ça de plus près que moi, je crois savoir que l'actuel droit canon, celui de 1983, ne fait pas mention de la franc-maçonnerie, mais, et là il a tout à fait raison, le cardinal Ratzinger, donc qui est un peu le monsieur doctrine de l'Église catholique, a fait un communiqué quelque temps avant l'apparition de ce droit canonique en disant que la doctrine catholique restait inchangée à l'égard de cela. Mais il y a quand même eu un progrès, ou qui est plutôt une régression, c'est que ce sujet-là n'est plus a été exclu du droit canonique actuel. Il n'empêche que les réserves sont toujours là. Monseigneur Ratzinger, par exemple, a condamné, ou en tout cas désapprouvé, une initiative qui a été peu connue, je crois qu'on n'en a pas énormément parlé, alors qu'elle a été considérable, qui était en 92 une rencontre, des contacts entre l'évêque de Versailles, Monseigneur Thomas, effectivement, et le grand maître de la Grande Loge nationale de France, Michel Barras. C'était quand même c'était important. Non, la Grande Loge de France, pardon. La Grande Loge de France. Oui, alors je crois que la désapprobation est venue beaucoup sur une cassette
qui a été devait fait être diffusé. conjointement par des maçons et par des chrétiens. D'ailleurs, et par certains étaient des maçons chrétiens. Il est vrai que vous citez cet évêque, Monseigneur Thomas, est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans le dialogue. Et effectivement, il a eu apparemment quelques remontrances quand même assez discrètes de la part de Monseigneur Ratzinger, mais qui soulignent que dans une certaine tête de l'Église, les préventions ne sont pas mortes. Oui, Jean-Robert Agache. Oui, je voulais dire que nous prenons dans nos obédiences la liberté de conscience, la liberté absolue de conscience. C'est-à-dire qu'on peut être croyant ou non croyant. Et il nous apparaît que la spiritualité est d'autant plus forte qu'on est totalement exempt de l'obligation d'une vérité révélée et d'un dogme. Je crois que la spiritualité, c'est la liberté de l'esprit. Et la liberté de l'esprit, c'est tout à fait important pour construire justement la personnalité de l'homme en dehors de toute vérité révélée par une religion donnée. Jean-Paul Guetteny. Deux choses qui me paraissent importantes. Je crois que dans les attitudes que l'on vient de décrire comme étant celles de l'Église à son sommet, je crois qu'il reste une défiance à l'égard de l'univers des Lumières. Et je pense que ça, c'est un point extrêmement important et qui est dans le dialogue à expliciter. La deuxième chose que je remarque, moi, et ça, c'est peut-être le fait nouveau, c'est que quelles que soient les déclarations du sommet, vous n'empêcherez pas, il y en a sans doute de plus en plus, que la base va son propre chemin et que dans les loges, il y a des catholiques pratiquants parfois, et même des ecclésiastiques. Et que donc le sommet ne pèse plus de façon telle que les personnes de la base se sentent complètement privées de liberté à cause de ces déterminations. Oui, justement, n'est-ce pas, s'il s'agit de la question qui était posée la semaine dernière au début de l'émission, pourquoi êtes-vous franc-maçon? Si pour moi il s'agit de rechercher Dieu, de trouver Dieu, j'irai à la messe. Je suis très bien dans l'Église catholique pour communier avec Dieu. Moi, je vais en maçonnerie pour trouver l'homme. Et pour trouver justement, à travers mes différences et les siennes, trouver la réalité d'un humanisme qui nous dépasse. On pourrait dire aussi, n'est-ce pas, que si l'on veut faire de la franc-maçonnerie un système politique, autant aller dans un parti politique. Tout à fait. Alors bon, on constate en vous écoutant que la maçonnerie a peut-être plus évolué que la religion, dans ses rapports précisément avec la religion, que les francs-maçons ne sont plus, comme on les appelait avant, des bouffeurs de curés. En revanche, ils sont encore passablement machos. Je voudrais qu'on aborde quand même deux aspects que l'on considère comme très archaïques encore dans la maçonnerie, ses rapports avec les femmes et le maintien de certains symboles. Mais d'abord les femmes. C'est quand même étonnant de voir qu'une institution qui fait sienne les trois devises de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, qui a combattu pour l'égalité des femmes et pour un certain nombre de lois qu'elle souhaitait. Certes, il y a des obédiences féminines, il y a une obédience mixte qui est le droit humain, il y a une obédience qui est exclusivement féminine, qui est la Grande Loge féminine de France, mais en revanche, les autres obédiences, et parmi elles les plus importantes, le Grand Orient, la Grande Loge, refusent la présence de femmes et restent fidèles à un principe fondateur, enfin à l'acte fondateur de la franc-maçonnerie qui sont les constitutions d'Anderson, et qui disent, je les cite, c'était au début du XVIIIe siècle, mais c'est toujours valable pour certaines obédiences, les personnes admises comme membres donc de la maçonnerie doivent être des hommes de bien, de naissance libre et d'âge mûr, ni esclaves, ni femmes, ni hommes sans moralité. Alors on a du mal à comprendre que certaines obédiences puissent rester fidèles à de tels principes, Frédéric Tristan. La vôtre en particulier. C'est vrai, mais d'ailleurs toute la franc-maçonnerie dite régulière est comme ça. Je vous ferai remarquer que c'est la même chose d'ailleurs pour le compagnonnage, qui n'est pas de la franc-maçonnerie comme chacun sait, mais qui trouve certainement des sources communes, au Moyen-Âge en particulier et à la Renaissance. Il n'y a pas de bâtisseuse de cathédrale, c'est vrai, mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a des tailleuses de pierre, je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a. Mais elles ne rentrent pas dans le compagnonnage. Alors je crois qu'effectivement, il s'agit là d'un archaïsme. Je vous le dis bien franchement, je crois que c'est un archaïsme, mais cet archaïsme est tellement, je dirais, ancré dans certains esprits que dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment on pourrait aller dans la mixité, je parle dans la régularité.
j'ai eu des expériences voisines et je crois qu'il faut les citer. Au droit humain, effectivement, il y a la mixité. Qui était fondée, je crois, par Maria de Rem, qui a été la première femme initiée en France au XIXe siècle. Au 19e. Ouais. Or, il se trouve que dans cette mixité se passent de graves problèmes. Les problèmes viennent qu'en fait, souvent, les hommes ont toujours tendance, qu'on le veuille ou non, dans ce type de loge, à avoir un instinct dominateur vis-à-vis des braves maçonnes qui sont là. Et ça, j'avoue que ça pose un problème. Ou bien alors, on va en sens inverse, c'est-à-dire que les dames, à ce moment-là, voulant évidemment prendre une certaine attitude, deviennent à ce moment-là, je dirais, peut-être un trop masculine. Alors il y a là tout un échange qui peut être regrettable. C'est dommage, parce qu'effectivement, moi j'estime que dans l'avenir, sans doute, la maçonnerie devra s'ouvrir également aux femmes, et dans la régularité elle-même. Mais dans combien de temps? Je l'ignore. Philippe de Chartres. Oui, Pour Grand Orient non plus, on les non, accepte non, mais pas. non, oui, n'est-ce pas? Ah non, mais n'éludez pas la question, parce que quand même, Non, mais- c'est quand même extraordinaire de penser qu'une société de pensée qui a tant bousculé Oui, mais- les traditions, le conformisme, alors là, soit conformiste à ce point. Vous défendez mieux que moi, n'est-ce pas, ce que je voulais dire. N'est-ce pas? Nous venons d'entendre. Je vais être très gentil. Nous venons d'entendre une thèse, le porte-parole d'une obédience forteresse. Non, pas. D'une obédience. Je ne suis pas ici. Non, le porte-parole. enfin, non, pas porte-parole, mais enfin, c'est la parole de l'obédience à travers vous. Bon. C'est une obédience Vous nous expliquez forteresse. les Parce qu'il n'y a pas Oui, que... oui, il faut absolument Il faut nous expliquer. expliquer les obédiences. Alors j'y vais, non mais je vois. La Grande Loge nationale française... Les obédiences, d'abord, il faut rappeler que c'est dont une vous êtes fédération de membre, loges, hein, oui. dont vous êtes membre, fait partie du système anglais, du système maçonnique anglais, et considère qu'il n'y a de maçons que les membres de cette obédience. Je peux vous donner 1001 exemples, à telle enseigne, cher ami et cher frère, Quand même. oui, les deux. Que lorsqu'on appartient à votre obédience, on peut aller à l'église, on peut aller au temple, on peut aller à la synagogue, on peut aller au théâtre, on peut aller au bistrot, on peut aller au bordel, mais on ne peut pas aller au Grand Orient de France. C'est vrai. C'est vrai. Alors... Ah, c'est une querelle d'initiés, ça. Les gens des Grands Orient ne mais- viennent pas non plus à la Non, Grande Loge nationale bah, française. parce que vous ne les acceptez pas. Bon, alors, s'être battu pendant 200 ans pour la tolérance, pour l'ouverture, pour la fraternité, pour la solidarité, et puis on arrivait là... Vous êtes formidable, en effet- Philippe de Chartres, Non, parce mais que moi je vous pose une question parle sur des la femmes. fermeture des femmes par le Ah, Grand oui, Orient, j'y viens, et vous êtes en j'y train de vous arrive, défausser mais sur j'y- Frédéric j'y Tristan. arrive, voilà. Quel est l'âge j'y de arrive. guerre entre... Mais ça intéresse nos Ah, c'est auditeurs. très politicien, Ça ça. Mais ça intéresse nos auditeurs, Oui. ce que je dis actuellement. Parce que on arrive aux femmes. Ah. Bon, car si on se ferme aux autres d'une façon macho, on se ferme forcément aux femmes. Je rappelle Bien. une seconde, petite parenthèse, le grand débat n'est pas fermé aux femmes, puisque nous avions invité Yvette Roudy, je regrette. Oui, qu'elle non, ne soit non, pas le là ce débat soir. n'était pas fermé aux femmes. Ah, voilà, bon. Alors, prenons le Grand Orient. Pendant un certain temps, en effet, le Grand Orient était une obédience masculine, il n'y avait que des hommes, et l'idée de faire entrer une femme dans une loge apparaissait comme quelque chose de diabolique. Enfin, le diable n'existait pas chez nous, mais il eût existé si une femme était entrée. Bon, nous avons été, à partir à la Libération, un certain nombre de maçons libéraux, bon, qui ont dit ça n'est pas possible, c'est absurde, c'est une contradiction fondamentale, et nous avons fait ce qu'il fallait à travers nos instances, nos convents, etc., pour que quand même cette situation-là soit révisée. Aujourd'hui, moi je prends l'exemple de ma loge, c'est pas l'exemple de toutes les loges, mais dans ma loge, les femmes viennent participer à tous les travaux, à égalité de paroles et d'actions avec les frères, les sœurs sont admises, elles participent à nos travaux, et je dirais même que lorsqu'il y a une initiation dans notre loge, nous invitons aussi les femmes à y assister. Bon, par conséquent, nous sommes parfaitement ouverts à la féminité. Et je Elles dois sont dire pas initiées. elles sont initiées Dans leur loge. hein. dans leur loge à elles, Ouais. dans leur obédience à elles, qui reçoivent aussi les hommes. Chacun mais il chez est soi. certain que dans les travaux de loge, tous les travaux, dans tous leurs aspects, dans tous leurs détails, ritueliques, symboliques ou de discussion,
Oui, eh bien, les femmes participent à égalité avec les hommes. Bien. Là-dessus, qu'est-ce qui voudrait encore intervenir tout de même, Jean-Robert Agache? Oui, c'est un très vieux débat, ce débat qui a de plus en plus d'actualité dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui, il y a une mixité de plus en plus prononcée dans le monde profane, donc je crois que la maçonnerie un jour deviendra une maçonnerie mixte. Je crois que c'est inéluctable. La seule chose, c'est que démocratiquement, les obédiences décideront elles-mêmes si elles veulent devenir mixtes ou non. Je dirais par ailleurs que les obédiences maçonniques, notamment le Grand Orient de France, je ne fais pas de publicité pour une obédience en particulier. Non, parce que ici vous représentez la maçonnerie, mais pas votre obédience. Voilà. Autrement, j'aurais dû inviter toutes les obédiences, notamment la Grande Loge de France, qui est la deuxième obédience. Tout à fait. Alors, je vais la citer. Grand Orient de France et Grande Loge de France se sont battus, par exemple, récemment pour la contraception et l'avortement. C'est d'ailleurs un grand maître de la Grande Loge de France, Pierre Simon, qui a usé de tout son pouvoir pour pouvoir donner à la femme la liberté de la contraception, de la conception et la liberté de l'avortement. Donc, on a toujours travaillé dans les obédiences maçonniques à une émancipation de la femme. Mais je crois que le problème ne se posera plus d'ici quelque temps. Alors, il y a quelque chose d'autre qui peut paraître archaïque dans la maçonnerie, qui peut paraître archaïque en tout cas aux profanes, c'est l'attachement qu'elle peut avoir pour un rituel et pour des symboles qui remontent à la franc-maçonnerie dite opérative, c'est-à-dire en fait aux bâtisseurs de cathédrales qui sont à l'origine, il faut le rappeler, de la maçonnerie. Et c'est vrai que, ces symboles, elle les a conservés, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, on a du mal souvent à prendre un peu au sérieux tous ces messieurs très respectables qui se réunissent en secret dans des loges, avec un tablier, avec des gants blancs, en utilisant un vocabulaire ésotérique et puis des signes de reconnaissance dont la célèbre, je ne sais pas d'ailleurs comment elle est, poignée de main, qui aurait fait dire d'ailleurs au président de la République actuelle en parlant des francs-maçons et qui les aurait appelés les frères Lagratouille. Bon, c'est vrai que tout ça, à quoi ça correspond? Pourquoi cette volonté de garder donc des symboles, un rituel des tout débuts de la maçonnerie? Ça a un sens, je suppose. Parce qu'on n'est pas un parti politique. Philippe de Chartres. Oui, mais ça c'est une réponse un peu courte. Non, tout à l'heure vous me reprochez d'être trop long. Pas du tout, vous n'avez jamais reproché, non, mais vous n'êtes pas un parti politique. Mais c'est vrai que d'un autre côté, les détracteurs de la maçonnerie pourraient dire que ça ressemble à certains aspects du secte. J'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Non, c'est pas, n'est-ce pas? Voilà des hommes tellement différents dans la vie profane qui ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'étaient pas francs-maçons. Ils ont des métiers différents. Vous avez des gens au sommet de la hiérarchie sociale et puis vous avez ceux qui sont du tout venant. Vous avez des hommes et des femmes qui ont une métaphysique, une religion, une philosophie diamétralement opposée, etc. Et tous ceux-là vont essayer ensemble de chercher la vérité. Alors, il faut rompre avec le monde profane. N'est-ce pas, une loge, c'est pas une section du Parti Socialiste, une cellule du Parti Communiste ou une réunion RPR. Ce sont des gens qui, à travers une mise en condition, il y a un peu de cela. Je vais vous donner un exemple. Bon, que je ne respecte pas là parce que je suis dans un milieu profane. Par conséquent, je fais des gestes, je porte la parole. Bon, j'essaie de faire ce que l'on fait dans ce genre de débat. Si je parlais en loge, je serais droit, immobile, dans une attitude qui s'appelle être à l'ordre, et je ne couperai la parole à personne, mais personne ne me la coupera. Hein, et je parle dans une attitude qui empêche, si vous voulez, toute passion, qui essaie de sublimer la pensée rationnelle. Et d'ailleurs, le symbole de la main sur la poitrine indique bien qu'elle est là pour contenir les passions, pour que les choses qui sont dites soient des choses profondément analysées, pensées, réfléchies. Bon. Donc, le symbolisme, le rituel, tout cet appareil a une nécessité pédagogique. Frédéric Tristan? Oui, comme vous le savez, je me suis beaucoup intéressé, j'ai même fait un livre là-dessus, sur l'origine de la franc-maçonnerie, donc à travers le monde opératif, donc médiéval et renaissant. Or, c'est vrai que les rites à cette époque-là, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas exactement s'il y avait des rites chez les maçons opératifs. Il y en avait sans doute, mais nous ne savons pas ce que c'est. Si nous faisons la comparaison avec le compagnonnage, nous savons que le compagnonnage avait également des rites, qui sont d'ailleurs différents selon les, je dirais pas les obédiences, mais enfin les groupements, les associations compagnonniques, mais là aussi, elles ne remontent pas très loin.
Pour une bonne raison aussi, c'est que tous ces rites étaient, et tous ces textes afférents aux rites, étaient donnés de manière orale. Et donc il y a eu une déperdition certaine. On a commencé à écrire à partir du XVIIe siècle en Angleterre et en Écosse, et ce sont des rudiments que nous avons, et il faut attendre vraiment le XVIIIe siècle pour que la loge des modernes en Angleterre commence à faire apparaître des rites. Ces rites étaient si peu évidents qu'une autre loge, la loge des anciens, est apparue en disant « mais pas du tout, les rites dont vous nous parlez sont des rites tronqués, il n'y a pas l'ensemble, en particulier quelque chose qui s'appelle l'Arche royale de Jérusalem, n'était pas dans ce système. » Donc vous voyez, même au moment où la spécularité va commencer en maçonnerie au XVIIIe siècle en Angleterre, eh bien ce n'est pas encore précis, et il y a sans doute dedans une part d'invention. Et en même temps, une part qui vient des clercs. Car n'oublions pas que lorsque les clercs au Moyen-Âge ont voulu utiliser des gens qui allaient construire des bâtiments sacrés, ils ont voulu de quelque façon les sacraliser eux-mêmes, de façon que le sacré puisse produire du sacré. Et c'est ce qui explique certainement que ces braves clercs ont été cherchés dans la Bible, dans l'Ancien Testament ou la Torah, ont été chercher des textes correspondant aux bâtiments. Alors ils sont tombés sur quoi? En particulier pour les charpentiers sur l'Arche de Noé, et en particulier pour les maçons et tailleurs de pierre, naturellement sur le temple de Salomon, oui. Et puis ensuite celui d'Ézéchiel. Donc voyez-vous, je crois que tout cela s'est fait petit à petit, et que si nous actuellement nous étudions les rites, car nous sommes, c'est vrai, des ritualistes, et moi en particulier je suis un ritualiste, j'étudie les rites, pourquoi ? D'abord pour connaître leur histoire, d'où ils viennent, et en même temps pour voir comment ils se sont transformés. Et c'est fort intéressant. Non, mais c'est passionnant. Ça, c'est effectivement ce qui intéresse beaucoup le public, et notamment le public profane. J'ai sous les yeux donc l'actualité religieuse qui a été publiée ce mois-ci, en lien d'ailleurs en liaison avec France Culture, Nos frères les francs-maçons. Il y a un passionnant dossier dedans, mais sur la couverture, par exemple, il y a le grand maître de la Grande Loge de France, avec un maillet, avec l'écharpe, etc. Et ce que je vous demandais, à côté d'ailleurs avec les symboles, le compas qui symbolise, je crois, l'esprit, la sagesse, le maillet, je crois que c'est la volonté agissante. Enfin, je me suis évidemment renseigné beaucoup dans ce numéro. Mais pourquoi garde-t-on justement ce rituel? Les origines, c'est intéressant, mais aujourd'hui, je demanderais peut-être aussi aux profanes ce qu'ils pensent de cela. Mais aujourd'hui, à quoi ça correspond, Jean-Robert Agache? Quand vous priez Dieu, vous vous mettez à genoux. Philippe de Chartres, oui. Bah oui. Oui. Alors, Jean-Robert Agache. Je voudrais dire d'abord qu'il ne faut pas confondre le rituel et le symbole. Je dirais même qu'ils sont antinomiques. Le rituel est contraignant. Le rituel est très contraignant. Il faut qu'on agisse d'une certaine façon, avec certains gestes, etc., certaines attitudes. C'est en fait une méthodologie. Je crois que c'est une méthodologie parce que quand on arrive du monde profane, qui est un monde très très agité, il faut qu'on retrouve une certaine maîtrise de son corps pour pouvoir discuter en toute sérénité. C'est très simple. Je crois donc qu'il y a une méthode. Par contre, le symbole n'est pas quelque chose qui a une définition précise. Si on donnait une définition précise au symbole, automatiquement on tomberait dans le dogmatisme, dans le catéchisme. Le symbole, c'est une recherche. C'est une recherche de la signification d'une équerre, d'un compas, d'un triangle, et c'est une recherche personnelle. Donc, si vous voulez, d'un côté, il y a le collectif qui est le rituel, et d'un autre côté, il y a l'individuel qui est le symbolisme. Je crois que donc, il ne faut pas confondre les deux. Vous avez demandé à deux invités extérieurs à la maçonnerie ce qu'ils pensent de cela. Peut-être René Raymond ou... Qui est des rites ne me choque pas, ne me surprend pas. Je crois qu'il y a besoin de signes qui soient signifiants. Ça me paraît important. Après toutes les religions et le christianisme aussi. Il y a toute la liturgie trouve là son principe, le baptême, l'eau, la renaissance dans l'eau. Non, je crois en soi, il ne faut pas qu'il y ait un fétichisme. C'est ça. Alors c'est là que peut-être on peut se poser des questions ou qu'il y aurait une critique, mais il me paraît indispensable. L'homme a besoin et l'esprit a besoin de gestes qui expriment autre chose qu'eux-mêmes. L'important est de ne pas perdre de vue la signification des signes. C'est ça qui est important, et c'est pour ça que ce qui a été dit du symbole, et effectivement, c'est une forme de langage, c'est l'expression d'une croyance, c'est un mode de communication entre les hommes et avec la vérité, quelle qu'elle soit. Jean-Paul Guetny. Ma réponse est assez proche de celle de M. Raymond. Je crois que quand il y a quête spirituelle, de quelque ordre qu'elle soit, il y a rituel, me semble-t-il. Et pour moi, la franc-maçonnerie est tout à fait évidemment une quête spirituelle. Ce que je remarque, c'est que
rencontrant en particulier des chrétiens qui sont engagés dans la maçonnerie, quand on leur demande le pourquoi de leur engagement, il y a une certaine déception chez certains à l'égard d'une baisse du sens de la ritualité à l'intérieur de leur Église. Et ils ont tendance, je ne porte pas de jugement de valeur, je dis que ça fonctionne ainsi chez certains, ils ont tendance à aller trouver en maçonnerie cette dimension ritualiste que peut-être ils ne trouvent pas assez dans leur propre religion. Philippe de Chartres ? Oui, Jean-Robert Ragage disait tout à l'heure quelque chose de très vrai, on s'en éloigne toujours. Bon, c'est une démarche individuelle, n'est-ce pas, qui se nourrit de tout un ensemble, de tout un environnement, de tout un système. Bon, prenons un exemple très très simple. Il y a chez nous ce que l'on appelle les tenues blanches fermées. C'est-à-dire ce sont des maçons, des maîtres maçons, qui reçoivent une personnalité profane qui vient leur parler de ses problèmes profanes. Bon. Eh bien, nous sommes obligés d'avertir ce profane, surtout si c'est un homme politique, qu'il sera entendu dans un silence absolu, sans un soupir, sans un murmure, et qu'il ne sera, quoi qu'il dise, ni applaudi, ni blâmé. Ce qui est toujours très difficile, n'est-ce pas, pour un homme politique de parler, de faire un discours sans être applaudi. Bon. C'est une de nos plus cruelles épreuves que nous imposons aux profanes. Bon, ça veut dire que chacun est libre, celui qui parle et celui qui écoute, en dehors de toute manifestation collective qui serait prégnante sur l'individu. Mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution justement dans le rituel ? Bon, il y a toujours des choses assez étonnantes. Je veux dire que, par exemple, quand en loge, je crois, on parle d'augmentation de salaire, ça veut dire qu'en fait, on parle d'un passage à un grade supérieur dans la maçonnerie. Bon, c'est vrai qu'il y a tout un langage qu'il faut traduire. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution, notamment dans l'initiation, qui était beaucoup plus impressionnante avant, et qui prêtait peut-être le jeu pour des gens qui avaient entrevu ce qui se passait dans les loges pour y avoir été ? Je pense à Léo Taxil au XIXe siècle, qui prétendait que celui qui présidait les tenues, c'est-à-dire les réunions des loges, c'était le diable. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution, ne serait-ce qu'en l'initiation ? Ça dépend. Je serais plutôt janséniste dans les manifestations du rituel auquel je suis soumis. Non, c'est très variable. C'est très variable, ça dépend des obédiences et ça dépend des loges. Là aussi, il y a ce que disait tout à l'heure Philippe de Chartres, les maçons sont libres dans une loge libre, et les loges, donc, ont des approches du rituel qui sont parfois un petit peu différentes, et les obédiences aussi. Donc c'est variable. Alors je voulais, avant de passer la parole au public, je crois qui est important et il y a beaucoup de questions ce soir, je voudrais poser une dernière question. Nous avons parlé du passé et de la persistance d'un certain nombre de ce que certains considèrent comme un archaïsme. Je voudrais qu'on parle un peu de l'avenir. Est-ce que dans la mesure où la plupart de ces idéaux ont finalement triomphé, notamment au XIXe siècle et au XXe, est-ce que la maçonnerie a un avenir ? J'étais frappé d'ailleurs de voir que, je vous pose la question, mais que, en tout cas, elle a de plus en plus d'initiés. Alors, quel est l'avenir, pour conclure, avant que le public intervienne, quel est l'avenir de la maçonnerie ? Jean-Robert Ragage, peut-être. Elle a un avenir. Son objectif étant de disparaître. Parce que le jour où elle n'aura plus besoin d'exister, ça voudra dire que son objectif est atteint, c'est-à-dire la construction du temple de Salomon. La construction du temple. Effectivement, il y a dans la maçonnerie quelque chose qui est très important, c'est la construction du temple personnel, c'est-à-dire la construction de sa personnalité individuelle, et puis la construction de cette humanité que nous souhaitons. Donc je ne dirais pas que notre objectif est de disparaître, parce que je crains que nous soyons loin d'une disparition, étant donné qu'on aura sans doute besoin encore longtemps d'un lieu de réflexion et de sérénité dans un monde qui ne m'apparaît pas tout à fait un monde de réflexion et de sérénité. Oui, Frédéric Tristan. Eh bien, je crois que dans le monde que nous vivons et que nous allons certainement vivre dans le siècle qui va venir, eh bien, nous avons une crise spirituelle, une crise intellectuelle très profonde. Les religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ont tellement de problèmes d'un côté ou d'un autre que les fidèles ne savent plus où aller. Donc, par conséquent, la franc-maçonnerie d'ordre spirituel a certainement une place considérable à jouer. Pourquoi ? Parce qu'on y découvre toutes les possibilités de réflexion sur Dieu, sur soi-même, un approfondissement en général de la spiritualité, que chacun, bien entendu, doit vivre comme il le peut et comme il le souhaite, mais il y a là une arche
qui flottent au-dessus d'un déluge, il faut bien dire, profane. Bien, peut-être des profanes, justement, Jean-Paul Guetny, sur l'avenir de la maçonnerie, selon vous, et les raisons dont vous les évoquez un peu dans le dossier de l'actualité religieuse, de l'attrait qu'elle exerce encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a eu un conflit, souvent, comme on l'a dit, entre les religions et plus spécifiquement l'Église catholique et la maçonnerie. Il me semble que chacun a un pas à faire vers l'autre. Je pense que cette espèce de culte de la liberté et ce respect de la conscience individuelle, c'est quelque chose que les chrétiens doivent prendre en considération et doivent, je dirais, d'une certaine façon, apprendre des maçons. Et je pense aussi qu'il y a cette idée que la vérité, ce n'est pas quelque chose de figé, construit une fois pour toutes, mais c'est quelque chose qu'on n'est jamais au bout de son chemin. Donc ça, c'est très important. Je pense que parfois aussi, dans l'ardeur de la polémique, il y a eu de la part de certains maçons une mauvaise prise en compte de ce qu'est le phénomène religieux. Et je crois, là, moi je me réjouis beaucoup qu'il y a un progrès dans la connaissance mutuelle. Je pense qu'aujourd'hui, les spiritualités ne peuvent plus continuer de se faire la guerre. René Raymond ? Par métier, l'historien n'a pas d'opinion sur l'avenir. Mais l'opinion, c'est que les idées durent, qu'elles ne meurent point, que les institutions ont une capacité de durer et de survivre, et il constate que la franc-maçonnerie a déjà derrière elle près de 300 ans d'existence, qu'elle a surmonté beaucoup d'épreuves, qu'elle a évolué, qu'elle s'est adaptée, que la maçonnerie d'aujourd'hui n'est pas celle du 19e siècle, ni celle du 18e. Par conséquent, il y a de grandes chances qu'il y ait un avenir pour la franc-maçonnerie. Philippe de Chartres ? Oh, je pense qu'il y a un très long avenir, parce que le temple que nous essayons d'édifier, soit pour l'humanité, soit plus modestement pour nous-mêmes, par l'ascèse maçonnique, est un temple qui sont des temples jamais achevés. Bien, alors le public va peut-être maintenant compléter les éventuelles lacunes de ce débat par ces questions et les poser à mes invités. Monsieur, oui. Pour être chrétien, catholique, il faut être baptisé. Pour faire de la politique, c'est mieux si on a fait l'ENA. Pour devenir franc-maçon... Une loge dont on n'a pas parlé ce soir, oui. Pour devenir franc-maçon, aujourd'hui, quels sont vos critères de recrutement ? Est-ce qu'il veut répondre, Jean-Robert Agache ? Oui, moi je dirais qu'il n'y a pas de critère de recrutement véritable, sauf peut-être un critère d'ouverture d'esprit, de curiosité d'esprit, pas de curiosité malsaine, curiosité d'esprit. Il n'y a ni de critères de diplôme, d'argent, de situation, etc. Je crois que justement il y a une très très grande diversité de recrutement à ce niveau-là, mais il faut bien dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de profil maçonnique et il n'y a pas d'idéologie maçonnique. C'est une démarche tout à fait individuelle qui mène quelqu'un à la franc-maçonnerie. Ces critères, on va les juger dans une loge, mais je crois qu'une fois de plus, ce sera ce critère d'ouverture qui nous paraît fondamental. Oui, et puis, Philippe de Chartres. il faut dire que c'est pas si facile que cela de devenir franc-maçon. Et c'est pas si facile que cela de se faire accepter par une loge. Il faut le dire à nos amis profanes, n'est-ce pas, la première épreuve, c'est d'être interrogé dans une loge avec un bandeau sur les yeux. C'est pas du tout du cinéma. Une vingtaine de minutes, je crois. Oui, ça peut. J'ai vu des auditions qui duraient beaucoup plus longtemps que ça. Les questions fusent de toutes parts. Et il faut répondre. Et en général, c'est pas obligatoirement une réponse intelligente au sens d'un examen passé qui compte. C'est ce que l'on sent derrière la réponse qui compte. Alors, voilà. Il y a une enquête qui est faite aussi. Il y a d'abord des enquêtes. Il y a des enquêteurs. Le premier se rend chez le candidat. Le deuxième reçoit la personne, va chez elle. Et le troisième dans un restaurant, dans un bistrot, dans un jardin public. Et il y a de très nombreuses questions qui sont posées. Ces rapports sont lus en loge. Et on n'accepte pas d'entendre le candidat. Le candidat est entendu d'une certaine façon.
franc-maçon, je l'ai dit tout à l'heure, très, très difficile, qui l'oblige à se concentrer, à donner l'essence de lui-même. Ses réponses font l'objet d'un débat, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est peut-être ce que j'ai cru comprendre dans la question de l'éditeur, qu'est-ce qu'il y a de rédhibitoire qui vous interdit aux yeux d'une loge de devenir... Quelqu'un qui dirait « je suis antisémite aurait peu de chances d'être reçu », par exemple. Bien, oui, monsieur. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à Frédéric Tristan. Lundi dernier, dans la première partie de l'émission, il nous a dit que dans son obédience, la Grande Loge nationale de France, on s'interdisait de parler politique ou religion. Et à la question de quoi parlez-vous, alors il nous a répondu qu'on parlait de la symbolique de la maçonnique et de l'histoire de la maçonnique. J'ai du mal à penser que les seuls thèmes abordés puissent être aussi nombrilistes. Pour donner un peu une métaphore, c'est comme un maçon qui astiquerait sa truelle pour y trouver son reflet et qui ne bâtirait rien avec son outil, ce qui vous couperait complètement du monde. Alors, est-ce que vous confirmez que vous débattez uniquement de la symbolique et de l'histoire de la maçonnerie ? Frédéric Tristan. Oui, si nous faisons cela, c'est justement parce que à l'intérieur de ces rites, de ces symboles, comme je crois tout le monde est bien d'accord ici à ce sujet, il n'y a pas de différence entre obédience à ce niveau, il y a effectivement une méthode, et d'autre part, il y a ces symboles qui, eux, peuvent être entendus de manière extrêmement diverse. Bon, donc il n'y a pas là de dogmatique, si vous voulez. Alors, il est très intéressant de voir comment, à certaines époques, tel symbole a été compris, comment à d'autres époques il a été compris différemment, et comment aujourd'hui on peut l'entendre. Ça, c'est déjà un premier point. Autre point qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que en franc-maçonnerie, il n'y a pas qu'un seul rite. À la Grande Loge nationale française, nous avons actuellement pratiquement 8 rites, avec des différences notables, extrêmement intéressantes, pour qui veut approfondir l'ensemble des rites. Donc, voyez-vous, il y a déjà là énormément à faire si l'on veut véritablement bien comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie. D'autre part, nous avons par exemple certains de nos frères qui sont musulmans et qui appartiennent d'autre part à des tariqas musulmanes. Donc, il est extrêmement intéressant de voir quels sont les rapports qui existent entre ces deux systèmes. Même chose, par exemple, avec de nos amis juifs qui appartiennent, par exemple, au Mnébrite, qui est également un système parallèle, disons, à la maçonnerie, qui n'est pas la maçonnerie, mais qui est autre chose. Donc, on peut très bien, si vous voulez, faire des études, je dirais, innombrables, fondées sur une recherche spirituelle à travers toutes ces questions. Oui. Oui, moi je voudrais, en l'absence d'Yvette Roudy, je voudrais revenir un peu sur la maçonnerie féminine. Dans la première partie de votre émission, vous avez dit qu'il y avait 100 000 maçons. Dans la deuxième, vous avez commencé cette émission en disant qu'il y avait peu de femmes en maçonnerie. Alors je voulais simplement vous dire que entre les obédiences mixtes et les obédiences féminines, il y a 18 à 20 000 femmes. C'est-à-dire que sur 5 maçons, il y a une femme, ce qui n'est pas rien. Et par ailleurs, je voulais également souligner que la Grande Loge féminine de France, qui est la seule obédience uniquement féminine, comprend 10 000 membres, c'est-à-dire 1/10 de la maçonnerie française, ce qui n'est pas mal. Alors, je voulais également insister sur le fait que la Grande Loge féminine de France reçoit tous les frères, que contrairement à ce que dit Jean-Robert Ragache, je ne pense pas qu'on s'oriente vers une mixité générale. Je crois qu'au contraire, il est bon que chaque obédience garde sa spécificité. Mais effectivement, ce qu'il serait bon, c'est que comme la Grande Loge féminine de France reçoit tous les hommes, tous les maçons puissent recevoir toutes les femmes, que ça soit du DH ou de la Grande Loge féminine de France. Bien, écoutez, je crois que ce n'est pas vraiment une question. Merci pour cette précision. Oui, deux questions. Une question à M. Ragache et une à M. De Chartres. On a très souvent cité aujourd'hui et la semaine dernière le chiffre de 100 000 maçons. Est-ce que ce chiffre est un chiffre optimum ? Est-ce qu'au contraire, vous souhaitez qu'il y ait davantage de recrutement, de prosélytisme ? Au contraire, est-ce que vous souhaitez que ce nombre n'augmente pas et soit même peut-être éventuellement en réduction ? Autrement dit, est-ce que vous souhaitez que la franc-maçonnerie reste ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une société tout de même au total très, très élitiste ? Alors ma question s'adresse maintenant, ma deuxième question à M. De Chartres. Vous avez aujourd'hui, il y a 8 jours, souvent utilisé l'expression de transcendance laïque par opposition à M. Tristan qui lui a parlé de transcendance divine. Quelle définition pourriez-vous donner de la transcendance laïque ?
Je vais vous répondre tout de suite. La deuxième question, donc, puis ensuite Jean Verrabat. Oui. Très simplement, il suffit de relire Kant et Spinoza pour avoir une approche du problème. Là, vous avez été effectivement plus court que la question. Alors, Jean-Robert Agache, sur le prosélytisme des maçons, est-ce qu'ils souhaitent effectivement développer le nombre de leurs initiés? Effectivement, nous ne sommes pas loin de 100 000 actuellement. Depuis quelques années, il y a une augmentation notable du nombre d'initiations dans toutes les obédiences maçonniques. Je pense que c'est dû finalement au monde qui nous entoure et qui offre de moins en moins de prise, qui est un monde de plus en plus de confusion. Alors, nous n'avons pas à souhaiter avoir plus de membres ou moins de membres. Nous ne sommes pas maîtres du recrutement, puisque c'est chaque loge qui décide de son recrutement. Oui, je ne voulais pas que ça soit un tour de passe-passe, mais ce serait une très longue discussion. La transcendance divine et la transcendance laïque sont deux transcendances qui ne sont pas sur le même niveau, ça c'est une évidence. Mais par exemple, l'amour sacré de la patrie est une transcendance laïque. Bien, oui. Le but fondamental de la franc-maçonnerie étant de rassembler ceux qui étaient pas, pourquoi la Loge nationale de France refuse de recevoir d'autres obédiences et se dit la seule obédience régulière en France? Ça, c'est pour ma première question. Pourquoi que la Grande Loge de France n'est pas représentée sur ce tableau? Alors la deuxième question, moi je peux y répondre puisque c'est moi qui suis l'auteur du plateau, comme on dit. Je l'ai dit tout à l'heure, personne ici, il y a effectivement 3 maçons qui ont accepté de venir parler. Il devait même y en avoir 4 avec Yvette Roudy. Je ne pouvais pas inviter toutes les obédiences et de façon générale, que ce soit pour ce débat ou tous les autres, les invités ne représentent qu'eux-mêmes, mais pas des organisations, pas des syndicats, etc. Ils parlent des sujets sur lesquels je les invitais, mais il n'y a aucune espèce d'exclusif de ma part pour la Grande Loge de France et je tiens à le dire tout de suite, mais je rappelle que le grand débat, ce ne sont pas c'est pas une réunion syndicale ou une réunion d'organisation, c'est un débat sur un sujet avec des personnalités habilitées à en parler. Et je suis certain qu'à la Grande Loge, beaucoup de gens auraient pu effectivement remplacer mes invités. Alors sur la première question, peut-être. Oui, je vais essayer de vous répondre, bien que je ne sois pas représentant de la Grande Loge des Salles françaises, je le répète. D'après ce que j'ai compris, tout cela tourne autour d'un problème de régularité. Alors, il faudrait parler de cette histoire de régularité qui n'est pas un problème bureaucratique ou lié à l'Angleterre ou des choses de genre. C'est lié d'abord au fait que, pour nous, être franc-maçon régulier, je ne dis pas franc-maçon tout court, mais franc-maçon régulier, il faut croire en Dieu et en sa volonté révélée, ainsi qu'en l'âme immortelle. Bien. Ceux qui ne croient pas en cela seraient extrêmement gênés de se trouver à la Grande Loge nationale française, puisque l'ensemble de ce que l'on y dit, de ce que l'on y fait, tourne autour de cette question fondamentale. Donc voilà pourquoi il y a une séparation, et cela non pas seulement en France, mais dans l'ensemble du monde. Oui, madame. Lors de la précédente émission, j'ai relevé un grand nombre de contradictions. Et pour moi, la plus importante, c'est la relation que vous faites entre les valeurs républicaines et le fonctionnement très élitiste de votre, organisation. Élitiste et qui semble en plus, héréditaire. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliciter concrètement quelles sont les vertus de ces contradictions ? D'autant qu'en fait, vous réunissez une grande diversité d'individus, de religions. C'est une valeur certaine pour aboutir à une universalité humanitaire. Et cela ne mériterait-il pas plutôt du prosélytisme que du renfermement sur soi-même? Oui, mais la démocratie, c'est pas le populisme, n'est-ce pas? L'école normale supérieure, qui a été la gloire de la République, c'est une école élitiste. Et pourtant, elle sert la République. Là-dessus, sur l'élitisme, c'est vrai quand même que c'est un reproche qui est fait à la franc-maçonnerie et qu'elle accepte d'ailleurs, qu'elle reconnaît. C'est un reproche qu'on fait aussi au compagnonnage d'ailleurs, car l'ouvrier compagnon, n'est-ce pas, est élitiste par rapport à l'ouvrier tout court, et pour une bonne raison, c'est qu'il croit à l'œuvre. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de ce grand débat sur des questions d'ailleurs qui ne faisaient pas de cadeau aux maçons qui étaient présents ce soir et que je remercie comme tous mes invités, car si vous l'avez rappelé, un maçon est un homme libre dans une loge libre, nous ne sommes pas dans une loge et tous mes invités n'étaient pas maçons, mais en tout cas on a tous parlé, vous avez tous parlé très librement, donc merci à tous, merci aux auditeurs présents dans ce studio 105 et puis à tous ceux qui nous écoutent